ça veut toujours rien dire parce que quand on me le dit, je suis là, oui, mais Ouais, ok. Je vois exactement. Ouais. C'est les gens qui te demandent comment tu vas et toi, t'es là dans toutes les variations de ta personnalité. Je dirais surtout cultive ta différence. Parce qu'en fait, toute petite, j'ai eu des parents très différents. Ma mère danseuse, mon père comédien, ancien EduxP avec les Addictolos. Et il y a eu un gap à partir du fin lycée, pendant les études, où je me suis lissée, je me suis nivelée. Et j'ai été très malheureuse dans ça. Salut à toutes et à tous, je suis Nathan Frécon et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur Itinéraire. Itinéraire, c'est le podcast qui donne la parole à la vie. Si vous ne connaissez pas du tout le podcast à l'heure actuelle, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller écouter le tout premier épisode que j'ai sorti. C'est un épisode de présentation, d'introduction. J'explique ma démarche, j'explique ce que je veux faire, ce que je compte faire avec Itinéraire et puis je me présente moi-même aussi plus personnellement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller écouter ce premier épisode. Ça vous permettra de comprendre l'idée globale que je porte. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du format Discuss IT, qui est un des 3 formats que je propose. Cette semaine, sur Discuss IT, on a échangé avec Nina Potier. Nina Potier, elle est avocate, elle travaille dans le milieu du droit. On est revenu sur son parcours de vie, sur sa construction individuelle. On a parlé de ses études dans le milieu du droit, puis de sa profession d'avocat, puis de son statut d'indépendant, donc de l'entrepreneuriat dans le milieu du droit. On a aussi parlé de ses retraites spirituelles, initiatiques, de sa recherche intérieure. Bref, on a parlé de plein de choses, des propos qui sont ultra inspirants, ultra passionnants. Ce que je t'invite à faire à la suite de ton écoute, si l'épisode t'a plu, si toi aussi tu as trouvé des choses qui étaient intéressantes, c'est de partager ces choses-là en commentaire, que ça soit sur les plateformes de diffusion ou sur les réseaux sociaux. Je t'invite à aller en commentaire pour indiquer quelle est la chose, les 2 choses, les 3 choses qui toi t'ont parlé, qui toi t'ont touché dans notre discussion avec Nina Potier. De la même manière, si à la fin de l'épisode il a fait sens pour toi, je t'invite et même je te mets au défi de le partager à 5 personnes qui ne connaissent pas encore le podcast. Dans le sens où si toi tu as trouvé du sens à l'épisode, eh bien, il se peut bien que 5 autres personnes que tu connaisses y trouvent du sens, donc c'est utile de leur partager. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Bon bah c'est parti. On est à Lille chez toi, donc Je te remercie de ouf de me recevoir. Ça me fait super plaisir. C'est la première fois que je viens aussi haut dans la France. Il va falloir que tu fasses la Belgique ensuite. Bah, ça me donne envie parce que vagabonder comme je l'ai fait les derniers jours, j'étais à Amiens les derniers jours. D'ailleurs c'était déjà la première fois que je venais aussi haut après Paris. Mais oui, vagabonder me donne encore envie de vagabonder encore plus. Je fais beaucoup de photos ces derniers jours et je trouve ça trop cool. Je pense, j'en suis sûr, on va avoir l'occasion de parler du voyage, on va avoir l'occasion de parler. Je trouve que derrière le vagabondage, il y a le vagabondage d'esprit, il y a plein de choses. Donc on va revenir sur tout ça. Écoute, j'ai envie qu'on commence en racontant un peu comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Parce que tout ça est très récent au final et assez anecdotique. Donc l'anecdote mérite d'être racontée. Est-ce que tu veux raconter ? Oui, et on s'est rencontrés il y a moins d'1 mois, je crois. Il y a 3 semaines, 1 mois, pour le premier tour et ensuite le second. Donc moi, j'étais invitée comme depuis 4 ans dans le jury du concours Improstois. J'avais été invitée à cause de mon compte Instagram il y a 4 ans à la première édition qui était en visio version Covid. Et j'ai tout de suite adoré ce concours pour le lâcher-prise qu'il propose. Et puis, il y a une ambiance. Donc, Improstois concours d'éloquence, pour que tout le monde soit bien Improstois le concours d'éloquence. Et voilà, je suis revenue pour la 4e année. Je ne pouvais pas faire les premières sélections, donc je suis arrivée pour les quarts et demi-finales. Oui. Et tu étais là. J'étais là. Tu étais là. Et toi, tu étais là en tant que candidat. Donc, pourquoi étais-tu là ? Comment as-tu postulé ? Est-ce que c'était sur un coup de tête ? Est-ce que c'était... On retourne l'interview. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, quand tu fais la première édition, moi en fait je suis dans le bureau, donc j'ai pas le souvenir exact, mais il y a moyen que ce soit un peu moi qui ai démarché à la base le compte Insta. C'est drôle, tu me l'avais dit et ouais. Ou quelque chose comme ça. Donc
Impros-toi, donc c'est un concours d'éloquence. Impros-toi, c'est une association de théâtre et d'impro qui est à Lyon 3, donc mon université. Et, euh, et alors, comment est-ce que j'y étais là cette fois-ci? J'avais répondu à cette question de cette manière-là. Une fois, j'avais dit, enfin, on me disait pourquoi est-ce que tu es là? Et c'est soit je fais une réponse hyper longue, euh, qui est beaucoup trop longue, soit je fais une réponse très très courte qui avait surpris justement. J'ai dit, bah, parce qu'on aime les mots, quoi. On aime les mots, on aime la scène, Mm. on aime l'expression. Et je crois que c'est un aspect addictif quelque part. C'est marrant que tu dis ça parce que je crois que je suis avocate pour l'amour des mots, justement. Ouais, Donc, ouais, c'est vraiment la liaison. C'est la chose qui me passionnait le plus, je pense, au lycée, justement, en classe de français, histoire, etc. Mais c'était les mots. ouais, les mots, donc j'imagine au lycée plus dans la littérature, enfin plus dans l'expression écrite. Je le vois beaucoup comme ça, peut-être que je me trompe. J'ai pas de bac général moi, donc c'est un truc que j'ai moins exploré que la plupart des gens, on va dire, enfin des gens qui ont fait bac général. Et, euh, et comment tu as fait la passerelle sur peut-être les mots écrits, ou du moins comme je le perçois moi, avec les mots dits justement. Ça a été, en fait, ça a été très long, cette passerelle. Je m'en suis rendu compte assez tardivement quand je suis vraiment devenue avocate et que j'ai compris que mon métier, c'était jouer des mots, justement, et jouer des textes et faire parler les mots, interpréter les mots. Alors, pas que, hein, c'est une toute petite partie du métier quand même. Mais c'est pas au lycée c'est pas au lycée que je me suis dit, allez, je vais faire avocate parce que j'adore les mots. Ok. C'est pas du tout arrivé comme ça dans mon processus. Euh, mais en tout cas, juste pour finir sur notre rencontre, ce que tu disais, c'est que voilà, toi, tu as postulé, moi, je t'ai vu sur scène, je t'ai vu avec des textes préparés, je t'ai vu en impro, Ouais. donc je t'ai vu avec tout ton courage que je n'aurais jamais eu, je pense. Et, c'est comme ça, et après, on s'est parlé à la sortie, en fait, à chaque fois. Je pense que la première semaine aussi, on avait parlé avant la finale. Euh, ouais, ouais, On avait déjà, échangé aussi, à ouais. la demi-finale, Ouais, bah, c'est là où bah, ça m'avait énormément touché. Tu m'avais fait le retour du jury pour la demi-finale. ouais. Donc, il y avait eu les retours avant l'annonce. Donc, moi, je savais pas que j'allais en finale. Je l'espérais forcément, on va dire. Et c'est toi qui avais fait le retour. Et ça m'avait énormément touché parce que Ouais. tu avais dit vous avez une écriture qui est ultra poétique, qui est super poétique. Poétique et une grande intelligence émotionnelle aussi, ça je me Ouais, souviens. C'est pour ça que je voulais faire le retour vraiment pour toi, parce que c'est ce qui me touche et c'est marrant quand tu vois dans un concours, hein, dans un jury ou même en tant qu'avocat, on est complètement différents les uns des autres et on n'a pas la même appétence, ne serait-ce que dans un oui. concours comme ça. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on fait pas gagner les mêmes personnes, on n'est pas touché par les mêmes personnes. Bah, je me souviens, un des premiers concours d'éloquence que j'ai fait, Eloquentia 2021 à Lyon, c'est vraiment moi, mes débuts dans le monde de l'éloquence, de la scène, T'as etc. commencé fort, hein, c'est un grand concours quand Ouais, même j'ai pour. fait deuxième en plus. Bah ouais. Et à la finale, justement, il y avait vraiment il y avait les avantages et les désavantages du Covid. Les désavantages du Covid, c'était que le concours se tenait à huis clos, fermé. Les avantages, c'était on était au Théâtre des Célestins à Lyon, donc un super théâtre, et on avait franchement 10 jurys. Enfin, vraiment beaucoup, parce Ouais, que ça tout le fait monde beaucoup. cherchait à faire un truc le samedi, quoi, et que c'était injustificatif pour sortir. Et il y avait vraiment beaucoup de monde, et il y avait un des jurys, je me rappelle plus qui c'était, qui avait dit tout serait différent en gros. Il avait dit les résultats sont tels qu'ils sont aujourd'hui. Mm, Si on refait la finale demain avec la journée qu'on aura demain, c'est différent. c'est Si ça. le jury, on n'était pas assis à la même place, c'est différent. Et c'est un truc, Mm, moi, que je pense qui me permet de garder dans le flow du concours d'éloquence, enfin, du monde de la scène aussi, mm, parce que je me dis que quelque part, ça n'a aucun sens d'une certaine manière. exactement. Je me dis, Et ok, les résultats sont tels qu'ils sont, mm, mais ils auraient pu être très différents. Et moi, j'aurais pu être dans une autre journée, j'aurais pu être dans une autre énergie au moment ça, même de mon concours. Et ça me permet de prendre de la distance, on va dire, avec l'idée de performance du concours d'éloquence. ça me parle beaucoup parce que tu parles de l'éloquence, mais ça s'applique à tous les domaines et Mhm. notamment les études vraiment universitaires, supérieures et même avant, où on pourra en parler. Mais moi, dans mon parcours, j'ai été vraiment, comment dire, enfermée dans ce que les notes disaient de Ok. moi et de ma valeur. Et c'est ensuite, en prenant un peu de hauteur, en passant de l'autre côté, c'est-à-dire en voyant des copains qui devenaient ensuite profs de droit et que je voyais comment ils notaient et que j'ai pris conscience de
exactement ce que tu dis, cette inconstance de la note, cette inconstance de l'épreuve, ce défaut d'importance aussi, c'est-à-dire qu'une note, c'est pas important. Et là, tout a changé aussi dans la construction de moi, mais effectivement, une note entre un 12 et un 16, selon le prof, la journée, comment tu as révisé, comment le cours a été retranscrit, comment toi tu l'as retranscrit en fiche, en audio, tout ça fait à un moment donné que tu as 12,75 ou 14,75 et que tu es entre des mentions et que du coup tu accèdes à des masters et que du coup tu accèdes à des métiers. Enfin, c'est fou quand même quand tu y penses. Ouais, de ouf. Ça peut- Enfin, moi, sur l'examen, on va dire, il y a vraiment le jour J où je donne de l'importance, enfin, à l'importance du jour J, je veux dire. Parce que tu peux même avoir fait tout ça, enfin, tout ce que tu viens de dire, la manière dont tu as pris le cours, retranscrit le cours, noté le cours, etc. Et le jour J a son impact. Parce C'est que ça. ça se trouve, enfin, t'es pas dans une bonne journée. Et c'est pas mes derniers examens, mais des examens en décembre. J'ai un QCM de finance, donc enfin, moi je suis sciences de gestion pure et dure. Ouais. J'ai un QCM de finance, le truc est entre 12h15 et 12h45, enfin, disons parfait à l'heure de manger, et moi je suis très hyperactif. Un QCM c'est super compliqué, parce que c'est 30 minutes, et il faut y aller à fond. Ouais. Et je le dis comme ça parce que ça me fait rire, j'ai pas le temps de regarder le papillon qui passe. Et sauf que moi, hyperactif, le papillon, je le regarde. Sauf que dans un QCM, t'as vite douillé 3 minutes, quoi. Ouais. Et 3 minutes, c'est Et 10% du coup, du c'est temps. un quart de ta note. Donc le papillon, c'est cool, mais... Ouais. et ce jour-là, en gros, enfin, le QCM se passe mal, enfin, pas très bien, on va dire, pour moi. Mais j'arrive à prendre, tu vois, de la même manière que le concours de classe, énormément de distance. Parce que je suis sorti en me disant, bon, on est le 16 décembre, on est en train de terminer un semestre, c'est la fin de l'année, il fait froid dehors, c'était vendredi, je sors d'une semaine de partiel. C'est un QCM. Ouais, c'est un QCM, midi 15, midi 45. Moi, je me suis sorti en me disant, bon, tous les critères sont réunis pour que ça se passe mal, entre guillemets. Et ça m'a permis de Ouais. m'éloigner, on va dire, Donc de si j'ai l'impact. 11 et demi, c'est quand même super. Voilà, Ouais. c'était un peu ça l'idée. Mais exactement. Et finalement, ça résume un peu aussi ouais, toute la souffrance de mes études aussi, où j'ai dû me mettre dans des carcans d'épreuves. Et je me retrouve beaucoup quand tu dis le papillon qui passe, etc. C'était une souffrance pour moi de devoir composer en 2 heures, 3 heures, 5 heures. Et comme ça, avoir la main tétanisée, où tu peux même plus rien tenir un stylo, tellement tu as écrit et tellement tu n'as pas levé le nez de ta copie. Et que c'est contre nature, en fait. Donc bon, après, il y a des gens qui vivent pire que ça, hein, bien sûr, mais pour moi, c'était contre nature. Ouais. Ouais, et ça l'est toujours, je pense, dans l'éducation. Enfin, Ouais. on en parlera tout à l'heure de l'éducation, justement. Mm. Mais il y a des choses qui me reviennent sur, enfin, sur ce qu'on avait pu se dire ce premier jour où on se rencontre, justement, où je t'avais raconté l'histoire de la BU en Suède. Quand j'ai fait Erasmus en Suède, on arrive début d'année, Ouais. septembre, et puis on se rend compte que la BU, elle ferme à 16h le vendredi. On y va, les gars, c'est fini. Et c'est 16h le vendredi, et c'est fermé le samedi, et c'est fermé le Mais c'est dimanche. génial. Et en fait, donc je t'avais raconté, nous au début on est en mode, mais bon, Quand est-ce que je bosse? ouais, les gars, enfin 16h le vendredi, je peux pas bosser le samedi matin. Et nous, Enfin, en médecine, c'est 22 heures. Hein. on avait un coloc mexicain, il disait au Mexique, dans son université, ils ont accès à 100%, enfin 100% du temps dans les établissements. Ah, Et il disait, en gros, je veux travailler de minuit à 6h, je peux. Et au final, en Suède, au bout d'un certain temps, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, un mois, quand on commence à se familiariser aussi avec les cours, leur manière de faire cours qui est totalement différente de la nôtre en France, ouais, pareil. on a fini par se dire, est-ce qu'ils sont pas un peu plus intelligents que nous là, Mais sur le bien coup? sûr qu'ils sont plus intelligents. En tout cas, ils mettent plus en œuvre leur intelligence, hein, et ils se protègent, ils vivent bien. Oui, Enfin, à Copenhague, j'ai pas fait la Suède, mais Copenhague, j'avais la sensation que les gens faisaient ce qu'il faut pour être bien, en fait, mentalement aussi. ouais. Santé mentale et physique en fusion. Ouais, on a du mal avec ça en France quand même. Mais ouais. Carrément. Et ça me renvoie à mes souvenirs plus récents sur... là, on termine un peu à Lyon 3, pour le coup, la fin de partiel de droit. Et à la fac, ça se sentait que c'était les partiels de droit. C'était, il y avait une sorte de... le mot qui me vient, il est terrible, animosité. Il y avait un truc qui traînait dans les couloirs, dans les amphis. Tu voyais l'énergie. Et moi, j'ai fini mes partiels un peu plus tôt et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans ces couloirs? C'est quoi cette ambiance par ici, quoi? Donc tu mets ça en souvenir de la BU qui fermait à 16h en Suède, et je t'avais dit 16h, c'est 15h30, il commence à te dire qu'il faut y aller. C'est plein de choses. Bon, on y reviendra sur les études. Mais ouais,
Moi, j'ai envie de finir le petit passage, on va dire, sur l'éloquence, sur la scène, sur les mots. C'est complètement enfin, addictif. Ouais. C'est surtout moi, quand je vis les concours comme là, il s'est passé il y a un mois. C'est le samedi, tu vis dans une énergie, tu croises les autres qui font des discours, tout le monde est là avec son Ouais, c'est énergie, super puissant. tout le monde est en mode ah bah j'ai raconté ça, j'espère. Enfin, et puis c'est un espace de pas mal, enfin un espace de mouvement du soi, j'ai envie de dire, enfin, un mouvement social parce que tu interagis, on a fait des débats, on a fait pas uniquement des discours, mais c'est un mouvement des idées, il y a Ouais. plein de choses. Avec la patte impose-toi qui est dans la concurrence bienveillante, c'est-à-dire que j'ai jamais senti en 4 ans dans ce concours des candidats Ouais. qui se tiraient dans les pattes volontairement. C'est-à-dire que ça a toujours été des histoires fortes. Alors après, il y a les appétences de personnalité, mais j'ai jamais senti quelque chose de négatif entre les candidats chez un prostois. Donc c'est ça qui était fort aussi, c'est que c'est une émulation intellectuelle, chacun se prépare. Il y a le combat, mais on sent que, en tout cas de ce que j'ai vécu pendant 4 ans et cette année aussi, c'était un combat entre vous et vous-même. C'était pas un combat contre Alexis ou contre, en tout cas c'est plus ce que je ressentais, Ouais. c'est que chacun sur scène, vous étiez là pour vous challenger vous et pas pour écraser quelqu'un. Bah, sur le quart de finale qui était un débat, où on pourrait dire tu as débattu Ouais. contre, moi je disais on a débattu avec, c'était Ouais, Enoch. exactement. Et j'aimais énormément, enfin, bon, l'éloquence c'est vraiment un exercice de style, on s'y plaît dans ce style-là aussi, d'être en débat avec Enoch et de dire mon cher Enoch, alors que, enfin, on s'est fréquenté toute l'année ou ces derniers mois, on s'est vu en atelier, et je trouve ça enfin, très, très marrant et très intriguant de se retrouver en débat, et est-ce qu'il faudrait y mettre le mot contre justement, est-ce qu'il faudrait y mettre l'opposition. Ouais. Donc non, c'est vraiment, enfin, ouais, c'est vraiment le jeu, c'est vraiment le jeu bienveillant, le jeu de plaisir quelque part, c'est vraiment cool. Si je te pose la question, qu'est-ce que t'évoques le mot itinéraire? Donc itinéraire qui est le nom de mon podcast, qui est le nom de toute ma démarche. Qu'est-ce que tu veux dire sur le mot itinéraire? On parle souvent d'itinéraire de vie. Pour moi, un itinéraire tel que je l'ai en tête, c'est vraiment un chemin, mais un chemin avec des points clés. Parce que il y a l'idée de chemin, voilà, on emprunte tous le chemin de la vie, on essaye d'avancer, de pas trop reculer si on y arrive. Mais l'itinéraire, pour moi, c'est que tu as prévu un itinéraire. Donc, c'est-à-dire que quelque part, tu as conscientisé de ton itinéraire et il y a des points clés par lesquels tu vas passer. Par contre, tu sais pas exactement quand même ce qui va se passer et tu sais pas si ça va être agréable, si comme toi par exemple, peut-être que la prochaine étape entre Amiens et Lille, bah, tu étais super excitée, mais en fait tu as eu une grosse fatigue qui fait que tu le vis autrement. Enfin, voilà. Donc pour moi, l'idée d'itinéraire, c'est un peu ça, c'est le chemin de la vie, ce que les expériences t'amènent à vivre, les rencontres, mais avec une espèce quand même de prévisualisation de ce que ça va être. Et c'est peut-être un peu l'allégorie de la vie, parce que tu as vaguement une idée des petites étapes que tu vas faire, et encore, on pourra peut-être en refaire un dans 10 ans, mais pour l'instant, je pense pas vouloir d'enfant, et ça tombe, j'en voudrais, donc j'ai pas ça comme itinéraire, comme point d'itinéraire, mais j'ai quand même en tête quelques points cruciaux de ma vie, et voilà, je pense que je vais passer par là. Après, comme tout itinéraire, des fois, il faut changer d'itinéraire. On ne sait pas toujours. Donc voilà, c'est ça que ça m'évoque. Oui, des fois, les changements d'itinéraire se font alors qu'on ne les veut pas, quelque part. Il y a une déviation, il y a des travaux. Ouais, ça m'évoque l'une des plus dures randonnées que j'ai fait de ma vie sur mon premier voyage initiatique, mais lui avait été fait après une rupture difficile. Et en fait, il y avait tellement de pluie que le passage qu'on devait emprunter a commencé à gonfler. C'était un fleuve et on n'a pas pu du tout passer par là. C'est un moment où on a déjà 9 heures de randonnée dans les pattes alors qu'on devait juste randonner 2 heures. On n'a plus rien à manger, je suis en hypoglycémie. J'ai la vision qui se trouble, je suis quasiment dans le noir. Il faut tout remonter. On est sous une pluie tellement battante qu'il faut faire attention parce qu'elle peut nous pousser dans le ravin tellement elle est puissante. Elle est tellement puissante aussi qu'il y a des pierres qui tombent. Enfin voilà, c'est vraiment dangereux. Et on avance et on avance et on avance. Et voilà, on a dû changer d'itinéraire ce jour-là et à cause de la nature pour le coup. Et on s'en est sorti. Mais ouais, c'est l'un des meilleurs souvenirs de rando que j'ai eu au final. Ok, mais ouais, immense allégorie de la vie. De la vie, ouais, c'est clair. Vraiment. Ouais. Ouais, ça me passionne en fait.
Je le dis souvent pour l'autostop, l'allégorie de la vie dans l'autostop. Mais pareil sur le rapport à la nature, enfin la randonnée, souvent je vais placer du moins la randonnée en montagne, toutes les allégories de la vie qu'il y a. C'est fou. Tu es dans une randonnée, en fait, elle te parle de comment va se passer ta vie en termes de grandes structures, justement, de dire, mais si, j'avais prévu de passer par là. J'avais prévu de passer par là, et ça devait mettre 2 heures. Au final, ça fait 9. On n'a plus de vivre. Et en plus, ça te ramène au truc très, très essentiel, forcément. Parce que dans cette hypoglycémie, il y a une femme qui passe et qui peut me donner une pomme. Et je pleure sur cette pomme parce que je sens le sucre, la pectine, le fructose monter à mon cerveau. Mais littéralement, je sens que ça monte. Et je me dis, waouh, ça va, je vais réavoir un tout petit peu d'énergie pour remonter encore 1 heure ou 2. Et tu pleures sur une pomme, et là tu dis ok, je suis dans les choses essentielles, ça fait plaisir, parce que dans mon quotidien, une pomme, j'en ai pas grand chose à faire. J'ai un pote qui va être sur Discus Ami dans quelques semaines. Il parle d'un moment très compliqué en montagne, enfin, il fait vraiment de l'alpinisme, des choses très engagées, où il a vraiment risqué sa vie sur un pas. Et en gros, il raconte que cet instant-là, enfin le fait qu'il soit survenu, ça a donné de la saveur 100 fois plus forte à toute sa vie. Ouais, et quand il mange une pomme aujourd'hui, je pense qu'il fait attention au goût que ça a, et il le note, quoi. Ouais. Parce qu'il sait qu'il a passé 2 doigts d'y passer justement ce jour-là. Ouais. Et il raconte vraiment ça dans l'épisode qui va sortir. Il dit, mais je vois les choses différemment, quoi. Moi, je pense que je suis très attirée par l'alpinisme pour ça. Alors, j'en suis pas capable parce que c'est vraiment extrême et que j'y arriverai pas, mais j'écouterai ton podcast. J'adore cette idée et je pense que c'est ce qu'ils vont chercher. Ouais. Les gens qui adorent l'alpinisme, c'est ça. C'est un peu toujours ce funambulisme de la vie entre mort et vie et te dire ok, je suis vivant. J'avais fait, là on diverge, on va essayer de revenir Oui, après, mais j'avais fait une thérapie alternative à un moment, comme j'en ai beaucoup fait pour vraiment évoluer moi. Et justement, la personne avait mis le point sur cette ambivalence, enfin cette dualité vie-mort. Et en gros, il me disait, mais c'est un thérapeute un peu innocent dans sa manière de faire pédagogie. Il me disait, mais comment ça se fait que vous fassiez des choses aussi dangereuses et l'idée, c'était justement d'évoluer sur la question du rapport à la mort. Et on est venu à dire qu'au final, qu'est-ce que j'aurais pu prouver de plus fort que la mort pour dire que j'étais en vie. Il y avait un truc un peu comme ça. Ouais. Et à la fin, j'étais, waouh, est-ce que ça explique tout ce que j'ai fait de trop dangereux pour le coup, et dont j'en ai vraiment conscience, de choses dangereuses que j'ai faites en alpinisme, en voyage, des choses. J'étais, oh, ça a son sens, ça dit donc. Oui, parce que très étonnamment, après on reviendra, mais les gens qui ont pu conscientiser la mort, peut-être comme toi et moi à travers des expériences de vie, etc., sont des personnes ultra vivantes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette dualité-là aussi où j'ai toujours une attirance autour de la mort et il y a toujours eu un truc autour de ça, alors que je suis quelqu'un d'extra vivant. Donc c'est toujours très étonnant pour les gens. Mais en fait, ça s'explique effectivement. Ouais. Bon, sur cette pensée très simple, qui es-tu ? D'une manière succincte. Et le focus de qui es-tu, je le mets vraiment dans l'instant T. En gros, en ce moment, qui es-tu ? En ce moment, qui je suis. Justement, c'est une période très particulière. J'ai un copain cet été, lors d'un jeu d'alcool à Marseille autour d'un transat, on devait donner un mot qui nous définissait chacun. Il a dit complexe me concernant. C'est pour ça que c'est difficile de te répondre en quelques mots. Qui je suis actuellement, je suis une femme en construction qui est en train de faire sa transition entre jeune fille, jeune adulte et adulte, femme. Et du coup, je pense que je suis en train de quitter tout doucement l'enfance que je voulais pas lâcher. Et du coup, ça se fait un peu dans la douleur quand même. Ok. Voilà, et forcément, ça entre en phase avec le fait que je crée mon entreprise. Donc, ça y est, je suis à la tête de mon entreprise, j'accède à une liberté que j'ai toujours souhaitée. Donc, je suis aussi une femme libre, ça c'est certain. Ou en tout cas, j'aspire à la liberté, mais j'ai encore beaucoup de boulets aux pieds. Donc en ce moment, c'est ça. En ce moment, c'est me libérer de mes chaînes invisibles et accéder à une indépendance d'esprit, une indépendance affective et une liberté, en tout cas, la plus souhaitable, parce que c'est comme ça que je suis heureuse. Ok, donc en transition, tu dirais Ouais, ça comme ça. grosse phase de transition.
Et à cette jeune femme plus jeune, moi je le mets souvent à 18 ans, mais c'est un peu à l'âge où tu veux, Mm. tu aimerais lui dire quoi si là, Nina, qui a 10 ans de moins, 15 ans de moins, elle rentre dans la pièce et tu as une minute pour lui donner un conseil pour les années à venir. Qu'est-ce que tu lui dis? Euh, J'aurais envie de lui dire aie confiance en toi, mais ça voulait rien dire et ça veut toujours rien dire parce que quand on me le dit, je suis là oui, mais Ouais, comment est-ce que je ok, fais? voilà. Donc je lui dirais surtout cultive ta différence parce qu'en fait toute petite, j'ai eu des parents très différents, tu sais, je t'en ai rapidement parlé, mais ma mère danseuse, mon père comédien, ancien EduxP avec les addictos, ma mère qui est devenue infirmière en psychiatrie, tous les deux naturalistes, mon père ornithologue. Enfin, il y a eu une enfance tellement riche. Mhm. J'étais tellement différente, j'étais une petite fille différente aussi, et je cultivais cette différence. Et il y a eu un gap à partir du fin lycée, pendant les études, où je me suis lissée, je me suis nivelée, et j'ai été très malheureuse dans ça. Et maintenant, j'essaie de me reconnecter à ces différences-là, mais c'est difficile parce que je me suis mise dans un métier, déjà dans des études et dans un métier très codifié, on va peut-être en parler tout à l'heure. Et du coup, quand on parlait de transition, là, je suis entre est-ce que j'affirme à fond mes différences ou est-ce que je nivelle encore un petit peu, est-ce que je lisse encore un petit peu parce qu'il faut que je lisse pour ma profession. Et ça, c'est... Ouais. Ouais, c'est des choix de l'impact dans vos professions. Ouais. Je dis vos parce que je ne me concerne pas du tout ces professions, mais Qui sait, tu n'es pas à l'abri de devenir avocat un jour. Mais oui, bah, il y a l'image, il y a la clientèle et il y a ce côté commercial. En même temps, je me suis toujours dit que je travaille avec les gens qui veulent de moi. hmm, Et si quelqu'un avait un problème avec ce que je suis, a priori, je n'ai pas d'appétence pour la défendre. Mais il y a une réalité qui est économique et je sais pas. Je suis en grand questionnement là-dessus. Parce qu'il y a toute une partie de la population, dont mes parents et certains amis, qui me disent Nina, fais attention à ce que tu dis, tu ne peux pas tout dire. Et il y a mon naturel qui a ok. envie de tout dire en fait. Ouais, donc, Ok, ouais, donc il doit y avoir beaucoup de questionnements à l'intérieur sur cette ambivalence. ouais. Moi, ça me fait penser à un peu mon parcours d'études qui est rocambolesque. Enfin, peut-être pas tant rocambolesque que ça, mais je le vis un peu comme rocambolesque avec beaucoup Atypique de... quand même, ouais. Ouais, Ouais. c'est assez atypique. Euh, et en fait, c'est vraiment... Tout à l'heure, je pensais à ça. Ici, à Lille, en fait, j'avais demandé, il y a un an de ça, quand je suis à deux doigts de... Enfin, quand je fais mes candidatures pour les masters, j'avais demandé un master à Lille. Mm. En gros, moi, j'avais deux types de candidatures. J'avais 90% de candidatures dans l'action publique et l'action politique. Et j'avais 10% de mes candidatures dans le domaine général de la science de gestion, enfin sciences économiques, des choses comme ça, et cette candidature en entrepreneuriat, finalement, ce que je fais. Et tout à l'heure, quand je repense à ça en étant ici à Lille, je me dis, mais qu'est-ce que tu aurais fait dans un master en gestion publique, en gestion des administrations? Et j'ai eu 15 minutes de réflexion sur un banc, de dire, mais ce que je fais aujourd'hui et la liberté qui en résulte, elle me correspond tellement et c'est tellement ce dont j'ai besoin. Vraiment, vraiment, Bah oui. vraiment. C'est Et par essence, et c'est fou que tu dis ça parce que après le bac, moi je me destine à Sciences Po, à l'action publique, aux politiques publiques, peut-être aux ONG, etc., à l'international, pas trop d'idées, un peu comme les lycéens, tu vois, où tu as une appétence pour la sociologie, l'économie, enfin t'as pas fait bac général, mais je pense que déjà peut-être que c'est des choses qui t'intéressaient, tu me l'avais évoqué, ne serait-ce qu'en termes sociétal. Et puis voilà, je fais du droit public à la fac, donc Sciences Po aussi, si tu veux, on pourra en parler, mais ouais, c'est une sacrée aventure pour moi. Et j'arrive à la fac de droit, je fais du droit public parce que l'intérêt général, le service public, les politiques publiques, ça me passionne. Et je fais des stages en administration et je me dis, mais surtout pas, surtout pas. Mon Dieu, je ne suis pas faite. Et c'est là que je reviens à ma différence où je me dis, parce que toutes ces années, quand je te parlais de nivellement, c'est vraiment, il faut que tu aies les meilleures mentions et les meilleures notes. Il faut que ton parcours soit lisse, il faut qu'il soit parfait. Il faut que voilà, il n'y ait pas d'atypisme, qu'il n'y ait pas de ouais, rugosité. Et maintenant, et après, je me rends compte qu'en fait, bah, ce sont les parcours atypiques qui attirent. Quand tu te fais recruter, toi, tu vois, par exemple, ton parcours atypique qui peut-être t'a fait souffrir aussi à un moment donné en termes de questionnement, c'est ce qui va faire toute ta force et toute la beauté de ton CV aujourd'hui mhm, et toute ta force en tant qu'entrepreneur. Et c'est là que tu te reconnectes et tu dis, ah ouais, mais en fait, non, je suis pas faite pour ça, je suis pas faite pour l'ENA, je suis pas faite pour les grands concours administratifs, pas du tout.
Je suis faite pour être libre, pour être entrepreneuse, pour faire de la création, pour discuter, pour se nourrir l'âme. Alors, on ne dit pas que les fonctionnaires ne se nourrissent pas l'âme, mais c'est autre chose. Tu te donnes un grand appareil d'État, de collectivité Oui. territoriale. Qui a quand même ses rouages. Et Voilà. Et tu as ce un qui est marrant, petit c'est que rouage. j'ai fait un stage en administration aussi. Tu vois, on est passé. Bah ouais, Et au final. quand j'étais en administration, enfin, c'était un très beau stage et j'ai beaucoup appris, notamment de mon tuteur à ce moment-là. Mais je me disais quand même, c'est bizarre ce fonctionnement. J'avais déjà l'âme entrepreneuriale, Ouais. j'avais déjà le truc, tu sais, enfin, c'est un truc qui brûle en nous. Hein. Ouais, Moi, c'est je le ça. raconte souvent comme Ouais. ça. Enfin, c'est inarrêtable, c'est inébranlable, on a Exactement. envie de faire des trucs. Ouais. Et je me disais, c'est quand même un peu chelou comment ça fonctionne ici. Exactement. Je me suis dit, je vais m'éteindre. C'est marrant que tu parles de feu parce que je me suis dit, ça va m'éteindre, c'est sûr. Alors que certaines personnes sont très bien là-dedans. Mais oui, comme tu dis, c'est tout un tas de rouages avec une hiérarchie Ouais. très, très prégnante. Et c'est pas le problème de supporter ou non l'autorité, même si je la supporte mal quand même. C'est que quand tu es entrepreneur et t'es maître de ton temps, et le temps aussi, c'est quelque chose de très, très important dans la vie. Ouais, et puis moi, enfin, je le vis vraiment comme ça et ça rebondit un peu à ce que tu disais d'itinéraire tout à l'heure. C'est t'es maître des itinéraires que tu vas prendre. Ouais, c'est ça. Et moi, je le ressens vraiment là en ce moment et je le mets en perspective du premier épisode. Et en fait, c'est ouf parce qu'il n'y a que 2-3 semaines entre et enfin, ça va très très vite. Mais enfin, je vois plein de nouveaux itinéraires arriver, mais vraiment l'espace de 1, 2, 3 semaines. Enfin, je te parlais de la musique, du podcast tout à l'heure, Ouais. où moi je suis pas du tout musicien, pas du tout l'oreille, c'est une catastrophe. Enfin, j'ai aucun tempo, j'ai aucun rythme, mais en fait, par contre, j'adore ça et j'adore l'énergie que ça porte, j'adore Ah, t'es danseur quand même. C'est que t'as quand même quelque chose Ouais, avec mais je compte pas la en musique. danse. Ça fait qu'un an que je danse et je compte pas. Ouais, mais Ma prof de danse va écouter. danser, c'est bouger, hein. Après, oui, certes, il y a... Bah, j'ai pas la rigueur de la danse, Un, mais par deux, contre, trois. enfin, j'ai le truc quoi, qui bouge. C'est ça. Mais voilà, je disais, tous ces nouveaux horizons. La musique, elle m'a fait dire, la musique du podcast, que j'aurais peut-être envie de faire de la musique un jour, Ouais. et qu'il va peut-être falloir que je m'y mette. Oui, Et c'est pas il va falloir dans le sens je suis obligé, mais parce que j'ai envie. ouais. La semaine là, qui s'est écoulée, j'ai fait énormément de photos, comme je disais tout à l'heure. C'est un truc qui me plaît énormément. Et ça se C'est trouve, ça. dans 2 ans, le podcast n'existe plus, ou même avant, et j'ai une carrière dans la C'est pas un photo. problème. Ouais. Et c'est tellement pas un problème. Non. Et ça, c'est aussi tellement une pensée atypique qui peut être difficile à comprendre pour la majorité Ouais. des gens, j'ai envie de dire, parce que je le vis vraiment pas comme un problème. Et je le vois dans mon Ça. environnement aujourd'hui actuel, même entre entrepreneurs, on va dire, enfin ma promo, les gens qui m'entourent, on va dire le monde universitaire aussi de l'entrepreneuriat à Lyon 3. Je me sens même électron libre dans ce petit bassin d'électrons Ouais. libres, on va dire. Je suis en mode non, mais ce que je tente, enfin je le fais, ça me fait plaisir C'est de le ça. faire, j'apprends énormément, et ça se trouve, ça sera autre chose, mais j'ai pas de souci Il avec n'y a ça. pas de souci avec ça. Et ça devient même pour moi une angoisse maintenant en vieillissant. Heureusement que je suis entrepreneuse pour déjà pouvoir faire tout ça, mais c'est tous les itinéraires justement que j'ai envie de prendre. Il y en a trop. Mhm. Il y a trop de panneaux et il y a trop de choses à explorer, il y a trop de choses que j'ai envie de faire. Et ça va mieux depuis que je suis à mon compte, mais quand j'avais 5 semaines, 4, pendant mes 2 premières années d'exercice, j'ai pris 4 semaines de vacances par an. C'était horrible parce que pendant ces 4 semaines, il fallait, puisque j'avais pas le temps vraiment dans ma vie professionnelle, parce que je travaillais beaucoup les week-ends et tout, il fallait que ces 4 semaines, je puisse faire du yoga, de la musique, de l'écriture, de la lecture, que je lise tous les livres que j'avais prévus, du jardinage, que je me mette à une nouvelle fonction, que j'apprenne le montage. Enfin, tu vois, et en fait, c'était pas possible et ça me frustrait tellement. Donc, je sais pas si tu as cette angoisse-là aussi, mais enfin, pas forcément une angoisse, mais en fait, te dire, ma vie ne sera pas suffisante pour faire tout ce qui me passionne et tout ce qui m'intéresse dans la vie. Bah, je vais raconter un truc sur ça, c'est marrant, enfin, c'est sur les applis de rencontres. Ma bio passé un temps, ou même peut-être actuelle, je sais pas, c'était j'ai déjà suffisamment d'idées en tête pour pouvoir vivre 621 ans. Et 621, il n'a pas d'importance, mais la phrase a son importance, et en fait, le 621, il est exponentiel surtout. C'est, Bah je ouais, vis 10 minutes, enfin, je vis une journée sur Terre, plus je vis, plus j'ai envie de faire des choses. c'est Et ça. je me disais, mais dans 10 ans, ton compteur d'années nécessaires pour exister, enfin, pour faire tout ce que j'ai envie Ouais, d'être, il sera à 2000 ans. Ouais. il sera à 2000 ans, enfin, Bah ouais. même bien plus. C'est Et, ça. et je pense que j'ai fait ma conscience, on va dire, sur
j'ai fait mon idée sur cette impossibilité-là de Ouais. faire tout ce que j'ai envie de faire. À un moment donné, Et de faut... ce fait, ça va. Mais je pense que j'étais dans un moment, comme tu dis, angoisse, enfin, plutôt de l'incompréhension, où je comprenais pas justement enfin, le délire, où j'étais en mode, mais j'ai envie de faire ça, 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 mais en même temps, une journée c'est 24 heures Ouais. et il faut que je dorme, il faut pas que Oui. j'oublie parce que je suis capable d'oublier. C'est Euh, ça. et Ouais. euh, et il y a un moment, j'étais pas bien avec l'idée, mais maintenant je suis plutôt OK. Mm. Et une manifestation de ça, c'est dans le voyage. Dans le voyage, bon, l'année passée, j'étais en année de césure. Genre, j'ai eu, grosso modo, 14 mois d'affilée où j'étais libre. Donc, ça n'a rien à voir avec 4 semaines que tu as forcément envie de rentabiliser Ouais. dans Ouais. une question du temps. Donc, j'avais énormément de temps. Et au bout d'un certain moment dans le voyage, je pouvais, entre guillemets, ne rien faire. Ou ne rien faire en perspective de Mm. rentabilité. Le plus gros souvenir que j'ai de ça, c'est les quelques jours que je passe à Venise en juin dernier avant d'aller dans une formation hyper profonde, d'ailleurs dans les Dolomites. Et en fait, à Venise, enfin, déjà, je voyage en bus, tu vois, je viens de Lyon, enfin, le voyage là, on va peut-être en parler. Ça me plaît énormément. J'arrive à Venise et je suis mis, on va dire, dans le tu vois, l'énergie, mais c'est pas l'énergie, c'est le chaotique de Venise, tout le tourisme et tout ça. Et moi, la seule envie que j'ai, c'est d'enfuir. Et en fait, je prends le bateau, les Vaporetto à Venise, pour aller à Murano, qui est la première île très visitée, et Burano, qui est la deuxième île, enfin une des deuxièmes îles, là, vraiment moins visitée. Et j'y vais quand même avec mon truc de touriste, où je me dis, bon, il est 9 heures, allez, à midi, tu reviens sur Murano, et, Le rush, c'est 14 heures pour tout le ouais, monde. et à 14 heures, tu reviens, et puis enfin, il y a Tu quand te même poses. ça à faire à Venise. Et en fait, sur cette île, je me sens tellement bien, je me sens tellement calme. Enfin, j'ai des souvenirs, mais indélébiles de cette île-là, en termes, enfin, je sais pas, j'avais pas mon appareil photo, mais c'était l'écriture. Je m'étais assis sous un arbre, j'avais écrit. Je m'étais assis par terre. Je me rappelle, j'avais passé des messages à des amis, et je pourrais te dire, enfin, qu'est-ce qu'on se disait dans la Mm. conversation sur le moment présent. J'étais au mieux du monde. Et ça me permet d'expliquer justement enfin, Mm. ce fait que j'ai plus angoisse vis-à-vis du faire, 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 Mm. parce que j'étais en mode, bon, bah, cette journée, elle peut supporter que ça. Et il y a Venise, et il y a la place Saint-Marc, etc. Mais tant pis. Ah, tu vois, t'as un stade de sagesse supérieur au mien pour l'instant, parce que c'est la grande quête de cette période actuelle aussi. Je me suis rendu compte ces dernières semaines, avec les remarques des proches, etc. aussi, que j'étais incapable de ne pas faire. Et incapable de ne pas faire un truc qui a une visée productive, comme tu dis. Mais même si c'est productif, pas financier, mais même productif pour l'âme, donc là, j'essaye de réapprendre, mais c'est extrêmement difficile. Ne rien faire, je ne sais plus faire. J'ai lu, ça c'est peut-être l'hyperactivité, je ne l'ai Mm. jamais fini, j'ai lu 4 fois, mais je ne l'ai jamais mené à bout, L'art de l'oisiveté de Hermanès. Et il débute, Pourtant, j'adore Hermanès. ouais, enfin, c'est très très beau. C'est magnifique, ouais. C'est une honte que je ne l'ai pas fini ce livre. Il débute en ayant un propos justement sur l'oisiveté et lui, sa place dans l'oisiveté. Et en gros, Mm. il vient me dire au début qu'il n'est pas du tout oisif parce qu'il dit mais comment est-ce qu'un oisif se mettrait à écrire un livre sur l'oisiveté? Et enfin, j'ai pas la citation exacte, mais il dit C'est encore trop productiviste. ouais, il dit seuls les oisifs nés ont cet art de l'inaction et de fait je ne l'ai pas quoi. Mm. Et cette phrase, je l'ai recopiée, enfin, elle me parle. Mm. Parce que je vais savoir, moi, vivre énormément dans le moment présent. Ouais. On me le dit souvent et ça me m'épate parce qu'on me dit souvent, mais c'est ouf comme tu vis dans le moment présent, comme tu es calme, alors qu'il y a quand Alors que même, t'es enfin, hyperactif. ouais, alors que je suis complètement hyperactif Ouais. et complètement à fond. Mais je vais avoir cette même chose de toujours faire quelque chose, pas forcément, enfin, pas vraiment productif financièrement pour le coup, pas Non, encore, mais, moi non plus, pas trop, mais toujours faire un truc. On Genre, n'a qu'une vie, donc il faut optimiser. On sait pas quand ça s'arrête, donc faut y aller. Mais ouais. j'ai plein de pensées qui me viennent Ah ouais. de tous les côtés. Ouais. Si on retourne à ce conseil justement, développe ta différence, fais vivre plutôt que développer, hein. Ouais. Elle existe assez peut-être, Oui. ton atypicité. Ça a été quoi l'itinéraire depuis justement cet âge-là qui t'a mené à aujourd'hui ce que tu fais et ce que tu feras plus tard? Ouais. Tu veux dire personnel ou là purement universitaire? Ou les deux, forcément, de Bah, toute moi façon. j'ai pas de j'ai Ouais. pas de Ouais, distinction, je fais donc pas de distinction. enfin viendra ce qui vient, enfin, Oui, et mais de toute façon, c'est extrêmement lié. ouais, j'imagine. C'est Et l'idée, juste c'est que- de dire en gros blocs, un peu pour que tout le monde puisse comprendre quel a été le chemin sur Ouais. quelques années.
Ouais. Bon, bah, on part de cet âge-là, à 18 ans à peu près, où j'ai le bac mention très bien, je n'ai jamais rien raté. J'ai toujours eu les mentions qu'il fallait, les plus hautes, etc. Voilà, ok, donc je suis quelqu'un de très scolaire. Euh, Comme je te disais, intéressée plutôt par, on va dire, la chose publique, la cité, au sens vraiment de citoyen, donc ce qui règle la cité Mhm. de manière générale. Et j'arrive en prépa Sciences Po. Donc je prépare Sciences Po pour entrer en première année. La prépa, je la vis très très mal. Je commence à avoir beaucoup de difficultés à aller sur le campus, à me mélanger aux autres. Je m'isole beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc j'arrête totalement d'y aller. C'était une prépa Sciences Po couplée à une licence d'histoire. Donc c'était quand même super intéressant. L'idée, c'est que si tu n'avais pas ton concours, tu avais au moins validé ta L1 d'histoire. Donc ça, c'était trop bien, par contre, parce que j'adorais l'histoire. Je vais au concours, mais je ne touche pas mon stylo. Je reste devant ma feuille, je n'y Ok. vais pas. Voilà, l'année d'après, je rentre en droit, du coup, première année de droit à Lille. Je décide de repasser Sciences Po en parallèle quand même, avec une copine, où on devient une énorme team de travail, c'est-à-dire qu'on travaille H24, à deux. Elle prend la moitié des cours, je prends la moitié des cours. Pendant ce temps-là, on révise Sciences Po, etc. À la fin de l'année, elle l'a, pas moi. Donc là, c'est encore un échec qui m'a construit. Par contre, comme j'ai eu mention très bien en L1 de droit, je peux aller à Assas, qui est la fac la plus prestigieuse en droit. Donc là, on est encore dans la course au prestige, c'est-à-dire, bon, Mhm. si j'ai pas Sciences Po, j'aurai au moins une bonne fac de droit. Ce qui était, en tout cas maintenant avec le recul, complètement ridicule en termes de construction de soi, mais bon, voilà. J'arrive en licence 2 à Assas. Et là, c'est l'année zéro, la dégringolade totale. Vraiment, autant mentalement. Bon, déjà, c'est la première fois que je vis seule. Je vis loin parce que j'ai pas beaucoup d'argent, donc je vis pas proche de la fac. Je vis à 1 heure et quart de la fac. C'est un rythme très soutenu. Grâce à ma mention, j'ai pu intégrer une petite section qui s'appelait le collège de droit, donc qui était les meilleurs en fait de la L1 et sur dossier qui ont pu intégrer une petite section élitiste. Et tu choisissais une matière prédominante. Moi, j'avais choisi philo du droit. Et c'est une année extrêmement riche. Je rencontre des gens qui ont des parents magistrats, avocats. À l'époque, ça me paraissait déjà fou, parce que moi, mes parents étaient très éloignés de ce milieu-là. Un milieu, même tu vois, la pré-rentrée qui se fait devant le Panthéon avec du champagne, c'est des choses comme ça qui me paraissaient fous à l'époque quand j'arrive. Dégringolade totale. Hospitalisation, on pourra en parler en détail, mais je te parle des gros blocs. Hospitalisation pendant 3 mois, vraiment très très compliqué. Je retourne à Lille auprès de mes proches, je redouble ma deuxième année. Là, je vis un redoublement, donc après ces 2 échecs Sciences Po, redoublement, et puis ce clash des classes sociales, parce que je peux te dire qu'à Assas, quand je suis arrivée, ouais, j'ai eu un petit choc quand même. Entre l'aristocratie, une fac qui est majoritairement à droite, moi qui étais très militante écolo à l'époque, enfin voilà, je te passe les détails. Et donc je redouble avec toute la symbolique que ça a pour moi, c'est-à-dire que ça y est, je suis une ratée en fait. Ok. Je suis une grosse merde, je suis une ratée, je redouble. Là quand même, parce que c'est pas drôle, je me remets un challenge, c'est d'intégrer Sciences Po en L2, donc retenter le concours Sciences Po pour un accès direct. Au final, je me laisse un peu tranquille. Je réussis ma deuxième année, je fais ma troisième année de droit, je me spécialise en droit public. Euh, je me remets quand même en selle pour avoir Sciences Po, mais cette fois en Master 1. Je le travaille comme une dingue. Je travaille tellement que j'ai 15,5 de moyenne en droit, je fais que ça. Le concours, cette année-là, je suis 16e du concours. Ils devaient en prendre 25, comme chaque année. Ils en ont pris 12 cette année-là. Donc je n'ai toujours pas Sciences Po, alors que je suis 16e, classée 16e. Donc moi, je ne vois pas classée 16e, je ne vois pas tout ce qui est positif, je vois uniquement Donc, tu vois un pas. énième échec, de nouveau. J'entre en Master 1 de droit public à Lille 2. Là, je commence à avoir des gros problèmes de santé mentale quand même, c'est très compliqué. Bon, j'en avais déjà à SAS, comme je t'ai dit, mais j'étais toujours pas assez construite sur l'échec, la réussite, l'école, le scolaire. Donc je fais mon Master 1 et là je me dis ok, je vais prendre une année sabbatique, mais pas pour moi, une année sabbatique pour découvrir un peu tous les milieux du droit public, pour savoir quel métier je veux faire plus tard, être sûre de moi, parce qu'à l'époque c'était magistrat administratif, donc pas l'école nationale de la magistrature.
pas la magistrature judiciaire, mais administrative. Mais encore avec cette idée, tu vois, qu'il faut un poste élitiste. Tu peux pas, dans ma tête, tu peux pas être juriste. Il faut que tu aies vraiment les plus hauts postes pour te valoriser. Et je prends une année sabbatique où là, je vais en juridiction, je vais en cabinet d'avocat, je vais en association environnementale et je vais en administration. Et là, je dis, ok, je ne veux pas du tout être juge, je n'ai pas le profil, pas du tout, j'ai le profil pour être avocat. J'en suis sûre, ça m'apporte, c'est extrêmement complet dans tout ce que ça peut m'apporter. Et à l'issue de cette année-là, je décide de passer le barreau. Je passe le barreau, donc je fais... en gros, cette année-là, j'avais déjà commencé à le préparer avec une copine, je le rate une première fois. Donc, encore un échec. Et je retravaille, là, je me remets encore en selle. Je le prépare pour une seconde fois et là, je l'obtiens. Et j'entre à l'école des avocats et voilà, après c'est beaucoup plus fluide. Il y a l'école des avocats, j'entre dans la profession, je deviens avocate et voilà. Tu résumes ça avec un « et voilà » à la fin. Et voilà, ouais. Mais ouais, maintenant avec beaucoup plus de conscience de ce que mes échecs m'ont apporté et de cette construction de la Nina tellement scolaire et tellement... Bah, tu vois, c'est la question que j'ai envie de te poser. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, t'as quelle vision de ces années-là? Justement, enfin, entre le lycée et avant l'école d'avocat, avant le concours d'avocat. Ouais. T'as quelle vision aujourd'hui de ces années que t'as vécues, avec ce que tu viens d'en raconter? Franchement, beaucoup de souffrance, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, mais des années extrêmement riches tout de même, parce que j'ai forgé mon cerveau. Alors j'avais un gros problème avec le fait de le forger dans le moule de la fac de droit, dans le moule des concours, puisqu'au final les concours ont jalonné ma vie universitaire. J'étais très mal à l'aise avec ça, mais en même temps ça te pousse tellement dans tes retranchements et ça te fait lire, ça te fait écrire, ça te fait apprendre tellement de choses sur la société que je suis contente. Et puis je ne serais jamais l'avocate que je suis aujourd'hui si j'avais eu un parcours finalement lisse comme je le souhaitais. Donc tant mieux que tout ça me soit arrivé, tant mieux. Mais je regrette un peu, parce que tout ce temps que j'ai mis pour atteindre une image, parce qu'à l'époque c'était ça, c'était l'image de Sciences Po, l'image des juges, ensuite l'image de l'avocature, etc. Toute cette énergie que j'ai mis là-dedans, j'aurais pu la mettre dans autre chose. Ouais, au final, ce que tu en retires, ce que tu viens de dire que tu en retires, c'est parce que tu y cherchais. T'en retires beaucoup et ça me paraît évident de parcours autant riche, autant dense, autant intense et chaotique. Ouais. On en retire, mais... Forcément, on en grandit. Ouais, forcément. énormément. Moi, j'ai le même recul sur moi. Des fois, les gens me disent, mais tout ce que tu as fait, etc., c'est tout ce que je suis, quoi. C'est tout ce que j'ai vécu Bah oui. qui fait ce que je suis. Mais au final, c'est pas ce que tu cherchais. T'as eu quelque chose que tu escomptais pas à la base. C'est Tu ça. cherchais, comme tu dis, l'image, le prestige de ces professions, c'est ça? Ouais. Bah, je cherchais de la valeur, à me donner de la valeur, parce que j'arrivais pas à m'en donner moi-même. Donc pour moi, les valeurs, c'était les notes, les mentions, ensuite les diplômes, et ensuite un grand métier, une grande fonction. Et en fait, c'était complètement à côté de ce que je suis. Et aujourd'hui, heureusement, parce que si tu as un parcours vraiment bac plus 5 où il ne se passe rien, il faut que malheureusement tu apprennes la vie à un moment donné. Je pense que dans ma promo, il y en a eu des gens qui sont devenus avocats à 23 ans, c'est-à-dire bac plus 5, aller bac plus 6 le temps d'avoir le CAFPA, entrer à l'école des avocats à 23-24 ans. Ouais, c'est hyper jeune. Hyper jeune. C'est pas parce que tu as 24 ans que tu n'as rien vécu, évidemment. Peut-être qu'ils ont des parcours de vie très particuliers. Mais je pensais à une fille qui avait tout réussi, toujours mention très bien, majeure de promo de toutes ces années. Elle arrive là et je pense qu'elle a quelque chose à construire ou à déconstruire, parce que faut apprendre à perdre des procès aussi. Donc moi, mes échecs m'ont amené aussi à réussir à perdre, finalement. Ok, ouais. Ça, c'est un enjeu dans le droit. Enfin, moi, je connais pas tu vois, ce monde-là, comme on en disait, mais perdre un procès, ma question est peut-être bête dans le monde du droit, mais est-ce qu'on l'apprend, tu vois, à l'université Non, pas du tout. Tu vas avec toute ma naïveté. Pas du tout. Et de toute façon, après, il y a ce mythe du bon avocat qui perd pas ses procès, avec Dupond-Moretti qu'on appelle acquittateur, etc., donc qui obtient que des acquittements. Ça, c'est un mythe, parce que, par exemple, moi, je fais beaucoup de droit des étrangers. C'est un droit où tu as 80% de rejet, un peu moins maintenant, parce que les préfectures font n'importe quoi, mais tu as un énorme taux de rejet devant le juge administratif. C'est pas pour autant que tu es mauvais avocat, c'est qu'il y a toute une politique derrière,
qu'il y a aussi tout un tas de règles juridiques et jurisprudentielles qui ne te donnent pas toujours accès à la réussite, à réussir à faire annuler une décision, etc. C'est pas pour autant que tu es mauvais. Mais par contre, oui, perdre un procès, quand je te parle de ça, des procès on en perd très souvent parce qu'on ne peut pas gagner tous les dossiers. Pour moi, perdre un dossier, c'est quand émotionnellement, j'ai tout donné, qu'il y a une situation injuste et que mon client aurait dû gagner et que ça ne se fait pas. Et que là, il y a situation d'injustice et qu'il faut l'expliquer à ton client et que toi-même, tu ne comprends pas la décision du juge. Et ça, un vrai... Mais bon, bref, voilà, on était sur mon parcours et j'ai essayé de te le résumer en bloc, mais c'est compliqué. Non, mais très Il y a eu bien. beaucoup de blocs. Ouais. Moi, j'ai plein de questions qui me viendraient à l'esprit potentiellement. Mais bref. Tu veux revenir sur ces années d'études, justement, enfin, avec tous les challenges que tu t'es mis, avec toutes les difficultés que tu as trouvées, enfin, toutes les peines, j'imagine. Tu Ouais. veux revenir sur ça, en parler un peu plus ou, Ouais, on peut en parler. Mais c'est très lié aussi au moule. Donc, j'ai beaucoup interrogé ce moule. Quand je te parle de moule universitaire, c'est déjà avaler un cours. Donc, tu as 100 pages. Ok, tu dois apprendre ce cours. Et ensuite, tu dois faire une dissertation en 2 parties, 2 sous-parties. Ok, pourquoi pas. Et du coup, ça doit être comme ça. Tout au long de tes études et dans tous tes concours, ce sera 2 parties, 2 sous-parties. Et donc, enfin, en vrai, moi qui ne connais pas le droit, ou peu le droit, on va dire, de l'extérieur, là, comment tu viens de le dire, ça fait vraiment le moule, mais même pas le moule, Ouais, c'est la machine à faire le moule, tu vois. c'est ça. Tu passes à chaque fois dans la machine. C'est ça, toujours, ouais. Et c'était une souffrance parce que j'étais toujours à côté. C'est-à-dire que j'étais une bonne étudiante, mais moi, c'est 3 ou 4 parties qui me venaient. C'est déjà toujours rassembler ma pensée, c'était extrêmement difficile. Et la rassembler, parce que du coup, forcément, penser largement en arborescence. Alors, j'ai lu qu'apparemment, ça n'existerait pas véritablement les différences entre pensée arborescente et linéaire. En tout cas, Je sais pas, moi je la ressens. voilà, moi j'ai la certitude que je la ressens aussi, ça c'est clair et net. Et donc quand tu as un sujet, que ça explose dans ta tête, mais que, ah oui, non, ça c'est de la socio, c'est pas du droit, donc t'en parles pas. Ça, ok, c'est de la géopolitique, t'en parles pas non plus. Ça c'est du droit, mais c'est pas le sujet, donc t'en parles pas non plus. C'est trop bon ça. Tu vois. Donc déjà ça, contre nature, et en plus, il faut le faire en 3 heures. Ah bon, d'accord, donc ton cerveau qui explose de partout, il faut vite le ramasser, il faut vite avoir la problématique attendue. Donc pas la question que tu te poses toi qui pourrait être intéressante, non, la question de la correction qui est posée par le prof et que le prof attend que tu poses cette problématique-là. Et ça, pour moi, c'était pas agréable. C'était pas agréable du tout et c'était dur. C'était difficile. C'était pas difficile en termes de travail, j'adorais ce que je faisais. Mais voilà. Et la question, c'est la masse d'étudiants qui se présentent. Comment on pourrait faire pour sélectionner? Comment on pourrait faire pour créer des accès aux professions sans définir un moule trop rigide? Ça, je ne sais pas, justement. Ayant passé beaucoup de concours dans ma vie, à un moment donné, tu dois mettre des critères. Et donc, c'est des critères, quelque part, qui créent non pas une pensée unique, mais une méthodologie de pensée unique. Donc pour moi, ça conditionne pas ta pensée, mais juste au bout d'un moment, comme tu disais, c'est vraiment tu passes au grill et tu as une méthodologie de travail, de pensée qui se construit. Et ouais. Ouais, et dans ces moments-là, enfin, avec ce mode de fonctionnement, enfin, j'ai l'impression que pour nos profils qui sont assez similaires, il est très compliqué de s'y conformer. Ouais. Et on a la perspicacité, on va dire l'intelligence de comprendre quels sont les mécanismes et C'est qu'est-ce ça. qu'on attend, mais c'est tellement compliqué de s'y conformer. Ouais. Moi, Et encore, et j'ai mis du temps parce que j'ai dû le découvrir par moi-même. Il n'y a personne qui m'a dit en licence, tu as des difficultés parce que tu as une pensée en arborescence et que sur un Ok. sujet, tu as du mal. C'est en lisant, en me développant avec du développement personnel et voilà, en me développant moi-même que j'ai compris, ah oui, ok, d'accord. Et maintenant, il faut que j'adopte ma méthodologie de travail à ce que je suis. Parce qu'au début, tu arrives, tu es au lycée, tu es en L1, bah, tu tentes des trucs, tu fiches, tu essaies d'apprendre par cœur. Tu comprends pas qu'en fait, il faut comprendre ton cerveau pour pouvoir ensuite adapter ton travail à ton cerveau, à toi. Donc, je sais pas si toi, on t'en a parlé, mais moi, à aucun moment dans mon parcours, on m'a tendu une main par rapport à ça. Enfin, moi, je pense être plutôt sur la fin de ma scolarité, dans le sens où je mets vraiment en perspective de
J'ai très peu de souvenirs de l'enfance, Mm. vraiment jeune. Enfin là, je retourne en primaire, hein. Mais je vais avoir beaucoup de souvenirs à partir du collège, du Mhm. lycée. Euh, Puis moi, ça a donc été lycée, enfin technologique hôtelier, Mhm. BTS hôtelier, et après, j'ai repris en licence. Et en fait, il y a un certain moment dans ces dernières années où j'ai commencé à mieux me comprendre, commencé à mieux comprendre mes fonctionnements, Mhm. etc. Et j'ai pris conscience de la souffrance dans laquelle j'avais vécu en fait tout le long. Mais à ce moment-là, je n'étais même pas tant souffrant parce que tellement formaté, enfin C'est tellement, ça, tellement, tellement sage quoi. Je faisais ce qu'on attendait, c'est je ça. branchais pas, etc. Ouais, Avec, enfin, c'est pas avec ce que je suis devenu parce que je vais avoir tendance à considérer que ce que je suis, c'est pas ce que je suis devenu, mais ce que j'étais à la base et ce qui a été modifié. Mais avec la connaissance de ce que je suis aujourd'hui, donc, je me dis mais comment il faisait pour survivre Nathan c'est il y a clair, 10 ans quand il était en, exactement. j'étais où, enfin en troisième, Ouais, quatrième ou au lycée. clairement. Tu me dis de refaire ma scolarité, je dis non, j'ai pas l'énergie, je peux pas. Et comme tu dis, ça revient de loin, c'est qu'avec le recul, je me suis dit aussi que bah, la petite Nina ultra scolaire, parce qu'en plus on envoie des signaux contradictoires, tu vois, c'est que les gens Ouais, se disent, ok, elle est parfaitement dans ce système, peut-être toi aussi, ok, on fait ce qu'on nous dit de faire et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que bah, déjà en primaire, il y avait des choses à l'école qui étaient difficiles. Je saurais même pas te dire, il faudrait... T'as souvenir, toi, en primaire, de moments d'école non, j'ai pas de souvenir de primaire moi. Ouais, justement, tu C'est, disais que t'en avais enfin, pas. même quand j'étais très. Enfin, c'est intéressant, faudra que j'y réfléchisse ce soir, mais j'ai assez peu de souvenirs de l'enfance. Enfin, juste à 10 ans, enfin, j'ai à la fois. J'ai des choses, mais pas autant qu'après. Il y a un moment, Mm. enfin, mon intelligence du souvenir, elle est apparue et je me souviens de tout, mais par contre très très précisément. C'est Et ça marrant, va ça. être. Enfin, moi, ça va être beaucoup plus l'époque du lycée et de mon BTS, donc au moment où j'étais en hôtellerie-restauration. Mais je me souviens de ces choses, de choses que j'ai pu dire, faire au sein du lycée. Et ça avait jamais rapport avec le cours en lui-même. Enfin, c'était pas trop dans la pédagogie, enfin, dans le contenu ni la pédagogie, mais c'était plutôt dans les structures de fonctionnement du Mm. lycée. Des choses où j'avais complètement crié scandale en fait. Ouais, Mais crié scandale d'une manière. Oh. Et quand je repense à ça aujourd'hui, je me dis, mais ça m'étonne pas. bah oui, Enfin, c'est pas j'avais étonnant. enfin, j'avais des revendications en moi, j'avais des messages à porter, et il y avait des choses qui se passaient qui me paraissaient absolument inadmissibles, Mhm. intolérables. Mais j'étais, tu vois, ce très très sage. Donc, Nathan, avec tout ça, enfin, il avait tout en tête, etc. Il analysait la situation. Tu montais comme ça. Mais très généralement, c'est bon, ça passait. Non, non, ça passait. Et voilà, il y a eu 3 4 5 fois où c'est apparu parce que c'était trop. Et là, je me souviens une fois, la directrice de mon lycée avait appelé ma mère parce que j'avais complètement pété un câble. Enfin, je pleurais, quoi. Et la directrice de mon lycée avait dit à ma mère, bah, en vrai, on vous appelle parce que là, il y a vraiment un problème. Et elle avait dit, il y a des gens qui pleurent tous les jours, mais Nathan, c'est pas son Mm. truc et il est tout le temps calme. Et On là, sent que là, c'est ouais, que c'est chaud. donc j'ai ces souvenirs-là mais c'est vraiment de la protestation plus envers les structures qu'envers les contenus, tu vois. Exactement. Et j'ai un problème avec l'institution maintenant. Et Advocatus est né de ça. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que on partage beaucoup de choses quand même. Mais Mm. collège-lycée, pareil, une colère en moi qui monte plus envers l'institution que envers l'école en soi, même si effectivement je t'ai parlé de la méthodologie de travail, de la méthodologie des épreuves, qu'il faut se mettre dans un moule. Mais pareil, du mal avec certaines règles d'autorité qui n'avaient pas de sens, du mal avec la mise à l'écart de certaines personnes, du mal avec beaucoup de choses qui se passaient, même des choses très très bêtes, mais enfin, à l'époque qui m'ont marqué. Et je pense que mon métier tire beaucoup, enfin vient de là, de cette injustice de base que j'ai ressentie. Ouais, t'as envie de régler des choses. Ouais, avec les institutions. Et c'est pas pour rien que du coup je suis côté particulier contre les administrations, c'est que Ça transparaît. la lourdeur de l'institution et parfois son injustice et parfois son écrasement, ouais, c'est particulier. Tu vois, des choses à raconter sur on va dire l'opposition à la structure et pas forcément au contenu. Moi, je remarque énormément que quand on sort d'examen, euh, tu vois, tu descends les amphis et puis là, t'as tout le monde qui parle. Alors, t'as mis quoi en 4B? Mm. Non, c'était ça. Et moi, la seule chose qui me préoccupe de discuter à la fin des examens, c'est comment était structuré l'examen, enfin, quel sens ça a de nous examiner de cette manière-là. Ah, exactement, mais Et, oui.
Et là, à Lyon 3, on a pas mal, enfin, on a quelques modules où c'est examen QCM. Voilà, c'est QCM de 30 Ouais, minutes. ça c'est... Et en fait, au-delà du papillon qui passe de mon hyperactivité, ça m'insupporte Bah oui, d'être examiné, je sais pas si ça se dit, mais si, oui. sur cette Ça forme-là. n'a aucun sens. C'est pauvre, c'est tellement pauvre intellectuellement, Merci. mais c'est fou. Et pareil que toi, les QCM, je n'ai jamais pu supporter ça. J'ai toujours trouvé que c'était... Donc quoi, tu me fais recracher dans des cases en fait. Donc Mhm. pourquoi faire en fait Ça t'intéresse que je m'intéresse au cours? Ça t'intéresse que je réfléchisse sur ce que tu me dis ou tu veux pas que je réfléchisse? Parce que c'est ça. Avec leur système aussi de points négatifs et tout. Enfin, Et, fin de deuxième semestre, là, j'ai un QCM, c'est un cours de banalisation du monde de l'information. Soit dit en passant, il faudrait avoir ça en sixième, histoire qu'on commence à s'informer un pas quand on arrive en master dernière 1. année de fac, super. Super, merci les gars. Génial, ouais. C'est le sujet par essence, enfin, plus d'autres, hein, mais tout est subjectif. On parle de En l'information, on plus. parle du traitement de l'information. Et donc je descends les marches des amphis, etc. On parle, et je dis à des potes, je dis, mais vous vous rendez compte qu'il y avait 12 questions sur 20, le verbe était conjugué au subjonctif. Non, au conditionnel. Je dis, il y avait 12 questions sur 20, le verbe était conjugué au conditionnel. Donc en fait, là, ce qu'on me demande, c'est de répondre rationnellement à un truc objectif, parce que j'ai 4 cases, et on me conjugue le verbe au conditionnel, Ouais. ce qui veut dire que c'est subjectif la réponse. J'étais en mode, Ouais. et, vivre ces choses-là, ça m'a permis de comprendre un peu plus mon frère et ses années d'études, pour qui ça a été très très compliqué les années d'études. Il a fait quoi ton Euh, frère? Aujourd'hui, il travaille dans le développement web. Il est développeur web et pas étonnant, il est freelance. Enfin, il travaille pas pour quelqu'un, quoi. Mais il a fait des études en mathématiques et mathématiques fondamentales. Enfin, forcené de sciences et Yes. passionné. Mais son niveau d'études sur le papier aujourd'hui, c'est la L2. Il a passé 7 ans à l'université, c'est L2 parce qu'il a jamais réussi. Tu vois, plus fort, je pense plus fort que lui, mais je le comprends tellement. Et ce que j'allais raconter là, c'est que il avait été un jour reçu par le directeur de la filière mathématique de l'UGA Grenoble, euh, parce qu'il avait rendu un poème sur un examen de mathématiques Ouais, fondamentales. c'est sublime. Euh, c'est super beau, le directeur avait été Moi, je intrigué, mets je 20 pense. ans, un truc comme ça. Mais ouais, tu vois la subjectivité. Et en gros, Et... il avait rendu un poème, mais un truc qui disserte sur les modes d'enseignement, les modes d'éducation et les modes d'examination. Et donc, quand je sors de mes QCM à Lyon 3, j'ai un peu la mémoire de mon frère, enfin de l'histoire de mon frère, et de dire, Ouais. oh, c'est pas étonnant que je Ouais, questionne c'est le pas... QCM. c'est clair. Mais bon, on pourrait au moins, en tout cas, déjà, je trouve que rien qu'en licence, en L1, L2, on devrait parler de tout ça, tu vois. Ouais, Avec enfin, ses chargés de TD, sensibiliser. ses professeurs, c'est ça. Et Euh, il faudrait des gens en face qui soient capables de parler de ces sujets-là. Ouais. Tu vois, là, j'ai envie de bifurquer un peu sur la question de la santé mentale dans ces années-là, Mm. pour que les chargés de TD ils puissent en parler. Enfin, il faudrait qu'eux-mêmes soient sensibilisés. Comment toi, Mm. tu te rappelles ta santé mentale justement à ce moment-là? Enfin, Ouais, c'était catastrophique, hein, vraiment. Je te dis, en prépa déjà, je commence la première année à m'isoler et après à SAS, je suis vraiment tombée dans une espèce de dépression contrôle très profonde, dans l'anorexie, les crises d'angoisse. C'est surtout ça qui a jalonné toutes mes études. Des crises d'angoisse très 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 violentes, très profondes, avec beaucoup aussi de violence envers moi-même, faite envers moi-même. Euh, et il n'y a pas eu de place pour la santé mentale, malheureusement, à la faculté, parce qu'il y a aussi cette réalité hein, de masse. C'est-à-dire hmm, que bah, chaque étudiant vit sa vie, et puis le professeur d'amphi ou le chargé de TD ne peut pas s'intéresser à ta santé mentale. Mais je ne l'assumais pas à l'époque, donc c'était compliqué. Je sortais de cours parfois. J'étais par terre dans les toilettes, dans un état pas possible, enfermée, puis je revenais en cours l'air de rien. J'ai eu beaucoup de mal à assumer ça. Et puis après, ça a été un tout petit peu mieux. Et oui, c'est ça que je voulais. On pourra faire la liaison, mais j'ai commencé à avoir une certaine libération quand j'ai rencontré trois personnes que je vois plus trop malheureusement, sauf l'un d'entre eux qui est devenu avocat, Alexis, Baptiste et Robin. C'était trois mecs qui vivaient en autarcie dans un 15 mètres carrés, en coloc. Donc un en cuisine, un en droit et l'autre en histoire. Et ces gars-là, ils n'allaient pas en cours. Alors, Baptiste et Robin faisaient parfois des conneries, etc. Mais sinon, Alexis, qui était en droit avec moi,
Il allait pas en cours, il lisait à la place. Ok. Et ça en faisait quelqu'un de très intelligent et très bon dans les épreuves aussi, parce qu'il se contentait pas du cours, il se cultivait à côté, et il avait tout un tas de méthodes d'apprentissage. Je me souviens que toute cette période-là, c'était en L3 en 2014 que je les ai rencontrés. On a testé plein de trucs pour apprendre les cours. On a fait un système où on mettait des symboles à côté des paragraphes pour visualiser en images, tu vois, les paragraphes, Ok. et tenter des nouvelles méthodes d'apprentissage. Et là, j'ai commencé à respirer un petit peu, à aller moins en cours, à arrêter de faire les 38 heures de cours et les 10 heures de taf par semaine et 38 tout. heures de cours. Oh non, mais c'était du lundi au samedi 13 heures. Enfin, voilà. Et du coup, ça a été mieux. Et bizarrement, c'est l'un des semestres que j'ai le mieux réussi en lâchant prise. Mais oui, la santé mentale, encore aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de place pour la santé mentale à la fac, en tout cas à la fac de droit. Il n'y en a pas non plus dans la profession d'avocat, Ok. et c'est tabou. Donc Ouais. c'est dur d'en parler. Mais tu vois, enfin, là, on parle du monde du droit, mais ça va au-delà du monde du droit, Je enfin, le pense tabou. largement. Moi, je me rends compte, enfin, c'est voir à quel point les gens ont du mal à parler de leur santé mentale qui me fait me rendre compte que moi, j'en parle, mais 100% simplement, quoi. Ouais. Tu me demandes comment je vais, tu vois, je vais pas te répondre comment je vais, enfin, comment je vais là dans la journée, mais des fois, ça pose souci parce que mon directeur de master, il va me dire comment vous allez, Nathan, et puis je réponds, bah, en ce moment, je vis une période de doute. Je vois exactement lequel, ouais. C'est les gens qui te demandent comment tu vas et toi, Ouais, t'es là dans toutes les variations de ta personnalité sur les 5 dernières heures, parce qu'en 5 heures, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées déjà. t'as parlé 10 minutes et tu fais, et ça, c'est depuis ce matin. Mais tu vois, enfin, Exactement. moi, je vais en parler très très simplement. Ouais. Et pas plus tard que, enfin, dans la semaine, là, j'étais à Paris et je rencontre enfin, une amie d'un groupe d'amis dont on a toujours entendu parler. Enfin, c'est la première fois qu'on se voit. Et voilà, c'est un peu les présentations. Et toi, t'as fait quoi les dernières années? Qu'est-ce que tu fais? Et moi, je parle de tout ce que, enfin, raccourci tout ce que j'ai fait les dernières années, des formations. Enfin, j'en parle dans les podcasts, j'en parle à l'avenir où j'ai pleuré mes tripes, ou et la fille me dit, putain, c'est super bizarre d'avoir un mec comme ça qui parle des choses qu'il a vécues. Et moi, c'est ce C'est moment où je me rare. rends compte, mais je suis en mode de quoi c'est bizarre. Ouais. Tu vois, je m'énerve un peu, je lui dis de quoi c'est. Mm. Et elle me dit, bah, c'est pas fréquent. Et je lui Ouais. dis, bah, je sais pas, moi, ça m'arrive tous les jours d'en parler. Donc, tu vois, moi, je le vis comme fréquent, mais donc, des fois, je me réalise que c'est pas le cas pour les gens. Et un jour à la fac, cette année, il y a en fait, c'est un moment qui me déplaît, tu vois, dans l'essence et dans la manière dont il survient. Il y a une fille qui va pas bien. On est dans un groupe de 5-6 dans ma promo. Puis il y a une fille enfin, tu vois, qui va pas bien, mais qui le dit pas non plus. Mais Tu le sens. ouais, tu le sens, tu le Au vois. moment T, tu veux dire, ou c'était une période où tu sentais qu'elle allait mal? Bah, forcément que c'était dans une période, mais là, tu vois, c'était la journée où non, c'était vraiment, genre Ouais. vraiment gavé, quoi. Ok. Vraiment, c'est pas aujourd'hui. Et, euh, et sur le moment où on est, je sais pas, 5 6 7 8 peu importe, en cercle, tu vois, à la pause, tout le monde fume une Mm. clope ou boit un café, et elle le fait ressortir. Elle me dit, non, mais là, enfin, ça me saoule vraiment, il y a ça, il y a ça. Et moi, je suis super surpris du silence et de personne n'interagit sur ça. Ah, Et moi, je lui dis, mais, c'est dur. enfin, je lui dis, enfin, tu veux en parler ou tu veux qu'on, enfin, et là, Nathan, il sort du cours, enfin, il sort de tous les cadres, Mm. justement, de tous les cadres, parce que je dis, mais si tu veux, on va à la VU, on s'assoit dans les sièges, et puis s'il faut en parler pendant 2 heures, on en parle pendant 2 heures, tu vois. Mm. Moi, T'imagines pas la main tendue que bah, tu tends à cette personne à ce moment-là. ça me paraît évident de faire ça. Mm. Et puis, je crois que j'ai besoin de le faire, j'ai besoin d'offrir ce genre de choses. Et il se passe qu'elle me répond non, elle me dit non, mais c'est bon, ça va, mais on aurait pu s'asseoir pendant 2 heures et parler de ces choses-là. Mm. Et c'était nécessaire de le faire, quoi. Ouais. En plus, toi, tu portes un truc en plus, c'est que t'es un homme. C'est-à-dire que déjà, la santé mentale, c'est tabou, les émotions un peu aussi, et en plus, ça l'est encore peut-être même plus pour un homme. C'est vrai que, enfin, ça bouge heureusement, mais t'as peut-être eu dans ton enfance, peut-être pas familiale, mais dans ta construction, l'idée aussi que, bah, comme tu dis, cette réaction de personne qui dit ah bon, on t'en parle facilement, etc. J'ai jamais rencontré un garçon qui parlait de ça, etc. Il y a peut-être un truc en plus en tant qu'homme, mais oui, ce que je voulais te dire par rapport à la santé mentale, c'est que le problème, c'est qu'il y a un lien avec la faiblesse. Et il y Mm. a un lien aussi, il y a une expression qu'en ce moment qui m'énerve, c'est quand on me dit non, mais t'as pas besoin de te justifier, hein.
Et je me justifie pas, en fait, je communique. Donc, c'est-à-dire, Ok. je me justifie pas d'un état mauvais ou j'exprime pas mes émotions pour que tu me sauves ou etc. C'est juste, voilà, en termes d'honnêteté, je te dis là, au moment T, comment je me sens. Et, euh, et si je communique avec toi, c'est pas pour me justifier de quoi que ce soit, c'est simplement pour poser ce qui est là, tout simplement. Et ça, actuellement, encore plus, enfin, dans les études de droit, encore plus dans mon métier, la santé mentale en berne, les fluctuations de santé mentale, c'est de la faiblesse. Et j'aimerais bien lutter contre ça, mais c'est difficile. Ouais, tu vois, moi je rebondis sur le. D'un côté, il y a la faiblesse. Avant la faiblesse, je trouve qu'il y a juste la réalité. Euh, Enfin, Bah oui. la faiblesse est une réalité. Mais tu vois, il y a des réalités quand même beaucoup plus simples, hein, ouais, beaucoup moins complexes que la faiblesse. Et sur l'histoire de justification, ça me renvoie à des fois où, disons, je suis arrivé en retard quelques fois dans l'année, et je me rappelle, il y a un matin où je me lève, il est allez, 10h20, j'avais une présentation dans le cours à faire. Pour moi, le cours était à 14h. Le cours était à 8h. Enfin, en plus, j'avais un coloc qui était parti la veille, enfin, parti de la coloc, c'était son départ, et moi, je dis non, mais t'inquiète, je cours à J'ai le temps et 14 tout, heures. j'ai ma Et je me matinée. réveille, j'ai un message, c'était une présentation en groupe, et mon groupe qui me dit, t'es où? Bon, bref, je me lève, je pars à la fac en vélo, etc., super vite. D'ailleurs, je pourrais faire une explication sur ça, comment est-ce que je l'ai mal vécu de pas me lever de Tranquillement, la ouais. manière dont je me lève tous les jours, enfin, d'émerger comme une fleur. Euh, et j'arrive, et c'est court avec la directrice de l'IA. Et j'arrive, mais sauf que moi j'existe comme j'existe en permanence, avec toute ma simplicité, toute mon honnêteté. Et je vais la voir, lui dire, bah excusez-moi, j'étais pas là à 8h. Et là je suis pris, je me prends de court justement sur l'explication que j'avais pas du tout préparée. Et l'explication la plus simple que je lui donne, c'est la réalité. Je lui dis, en fait j'ai cru que le cours était à 14h. Et elle me regarde, euh, la directrice de l'IAE est quelqu'un de très, très humain, très simple, pas du tout codifié justement, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et elle me regarde et je lui dis, bah, je peux pas vous dire autre chose. Enfin, je vais pas vous dire que je sais pas ce que Ouais, vous voulez que je vous sorte. J'ai cru que le cours était à j'ai 14h, je suis vomi à pas là. 8h, non, je suis pas là. Ouais, Et je dis, genre, il y a 30 minutes, je dormais, ça je arrive. suis pas là. Donc la justification, mais sur la réalité et la vulnérabilité, ce que tu disais, c'est une réalité en fait. Ouais, Genre, tu vois, si on parle de l'homme sans grand H, hein, non, l'homme avec un grand H, tout le ouais, monde justement. justement, ouais. Euh, c'est ce que je disais sur le sujet de la demi-finale, Mais on oui. est des personnes de sens, de sentiments, de sensations, et on ressent. Et, euh, et oui, on peut pleurer. Moi, je le dis, enfin, il y a un truc, j'en parlais hier soir avec ma mère au téléphone, encore aujourd'hui, mais ça durera, et ça durera très bien, parce que j'adore. Moi, les sirènes de pompiers, les sirènes des services de secours, m'émeut, ça se dit, ouais, Ça t'émeut? Ouais. ça m'émeut énormément. L'autre jour, enfin, dans une période de gros travail pour le podcast, il y en a une qui passe devant l'université, j'en ai les larmes aux yeux, quoi. Je te comprends, je me demande toujours quelle est l'histoire de la personne qui est dans ce camion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas si toi c'est la même Mais moi, chose. c'est pas ça. Moi, c'est plus le. C'est le son. Non, non, en fait, c'est l'événement. C'est très Ouais. très clair ce que je raconte, hein. C'est l'événement, en fait, c'est savoir qu'il y a des hommes qui s'empressent pour une situation d'urgence et savoir, on Mm. va dire, la solidarité qu'il y a sur la route, Ouais. des gens qui se mettent sur le côté. Mm. Ça me touche. Mm. Et ça me touche dans la colère, pour le coup, quand je vois un camion de pompiers qui est bloqué devant trois voitures qui bougent pas. Mm. J'ai envie de soulever un monde Ouais. quand je vois ça. Je fais, là, il y a quand Eux, même ils un sont truc là, à ils sont faire. prêts, laissez-les passer, ouais. Et donc, enfin, on en revient à la vulnérabilité. Je sais, bah ouais, je suis vulnérable. Mais tu vois, je le vois Mais même pas déjà, comme de la non seulement on l'est vulnérabilité. tous, en plus, c'est extrêmement intéressant la vulnérabilité. Surtout, moi je le ressens par exemple en plaidoirie. Je pense qu'il en faut un petit peu pour bien plaider. Et en plus, je te dis, c'est une faiblesse dans le monde codifié, mais maintenant, moi, à bientôt 33 ans, je sais que c'est une force, en fait. Mais ça, je le savais Mhm. pas avant. Alors que Ouais, maintenant, je me sens extrêmement forte. Enfin, j'ai appris à ressentir très fort et à gérer ça. Alors pas tout le temps à gérer justement, mais c'est quand même très fort. Et là où on m'a peut-être toujours dépeinte comme quelqu'un d'assez fragile, parce que je pleure facilement, parce que comme toi, il y a des choses... C'est difficile pour moi d'aller au cinéma, parce que je sais que Mhm. je peux pleurer pendant 2 heures et 2 heures après aussi. Donc sur un truc lambda, enfin un truc où tu te dis, c'est pas une comédie dramatique. Donc voilà. Mais du coup, ouais. Oui, ça c'est important dans le podcast. En tout cas, je parlais de faiblesse, mais c'est dans la construction.
Par contre, comme tu dis, déjà, tout le monde est vulnérable. Après, on est dans une société où on nous a appris à pas trop montrer, Figurer. figurer, et ne pas... J'adore cette idée de... Quand tu t'exprimes, tu sors quelque chose que tu as imprimé en toi. Et des fois, je me vois comme une matrice qui a besoin de tout ce qui a été imprimé doit sortir. Et je me dis, il y a des gens... Moi, je fais sortir limite 2 à 3 fois par semaine, voire plus. Il y a des gens, toute leur vie, ou pendant des années, ils n'expriment rien de ce qu'ils impriment. J'imagine même pas le livre à l'intérieur. L'image me parle énormément. Moi, il y a un moment dans mes recherches, on va dire, des dernières années, où j'ai fait mon avis sur cette question. Je me suis dit, tout ce que je ressens, c'est imprimé. Enfin, tout ce que je C'est ressens, ça. genre, c'est stocké quelque part. Ouais, Et c'est vraiment l'idée que d'une manière ou d'une autre, ça ressortira. c'est ça. Et depuis que je me suis vraiment dit ça, bah, je fais de la danse, je fais du théâtre, Ouais. j'écris de la poésie, je pleure quand il y a un camion de pompier Oui. qui passe, etc. etc. Ou, tu vois, mais c'est tout. C'est je dis je t'aime à ma mère au téléphone hier Ouais, soir. ouais. C'est toutes ces choses-là, parce que je sais que ça sortira. Et je préfère, pour le coup, c'est mon parcours psy, mes thérapies, etc. Je Mm. préfère que ça sorte en poésie, je préfère que ça sorte en danse, je préfère Mais que ça oui, sorte de cette manière-là, que ça ressorte après avoir mis le couvercle dessus pendant 8 ans clairement. en thérapie En ou... haine, en colère. Ouais. Et je vais faire peut-être de la psychologie de comptoir, hein, mais des Poutine, des Trump, tout ça. Enfin, pour moi, c'est des mecs, en fait, ils expriment tout en colère, en haine, en égoïsme, en égocentrisme. Mhm. Enfin, c'est sain de faire sortir. Mais c'est pas comme ça que la société nous l'apprend. Moi, ça m'arrive souvent de pleurer aussi en public sans faire exprès, tu vois, dans un train, dans un café. Ouais, voilà. Je pense Je toujours ne dans les le compte train. pas, tu vois. Moi aussi, je pleure souvent dans le train. Et normalement, ça ne se fait pas trop en société. Mais en fait, c'est sain, comme tu dis, il faut. Et pour pas que ça ressorte en pire, en fait, aussi, et que ça explose. Et que ça explose sur les gens, et souvent Ouais. les proches que t'aimes, en fait. Donc, en plus, plus. on va éviter. Et ce qui est fou, comme tu dis, c'est que tout est imprimé, et on en avait vite fait parler, très rapidement parler, c'est imprimé depuis des générations. Ouais. C'est ça qui est fou aussi. C'est que notre grand-mère, dans son vécu, a imprimé des choses en nous aussi, notre grand-père aussi. Enfin, je sais pas si tu as connu tes grands-parents, mais Ouais, c'est une grande thématique ouais, chez, c'est chez moi, aussi une grande les thématique. grands-parents, Ouais, le transgénérationnel, ce qu'on en hérite. Tu sais, justement, c'est l'ascension sociale. Si je pars sur le sujet du transgénérationnel, ouais. je pense que je parle de 40 ou 45% mon analyse psycho, on va dire, des dernières années. Enfin, c'est un peu spécial de parler de soi comme ça, mais c'est vraiment Mm. quelque chose que j'ai fait. Et ouais, le rapport, qu'est-ce qu'on a hérité? Quand je dis on, je vais parler de mon frère, de ma soeur, de la famille. Mm. Qu'est-ce qu'on a hérité? Mais ça marche pour tout le monde. De nos grands-parents, enfin, Ouais. à travers nos grands-parents, là, tu vois, sur l'ascension sociale, de la classe sociale. Pas plus tard que hier au téléphone, on parlait un peu de ces choses-là avec ma mère et on parlait de choses qu'on fait aujourd'hui. Et j'ai cette phrase qui me parle beaucoup sur l'ascension sociale, tu me diras ce que tu en penses, c'est bah non, chez nous, les gens, ils font pas ça. Mm. Genre, tu vois, le premier truc que j'ai en tête, c'est aller au théâtre. Et j'en fais du théâtre, je suis sur scène. Mm. Bah non, les gens chez nous, ils font pas ça, quoi. Ouais. Je sais pas comment tu résonnes avec cette phrase. Ouais. Plus moi, justement, dans l'oralité, c'est marrant parce que j'ai un père qui est devenu comédien, mais qui déjà part avec ce truc de j'ai 2 sur 20 en français. Au bac, j'ai 2 sur 20 aussi. Euh, Finalement, il adore écrire, il adore apprendre, etc. Mais à 18 ans, lui, en fait, c'est quelqu'un de manuel. Mon grand-père à la SNCF, ma grand-mère cantinière. Voilà, donc ce côté... chez nous, effectivement, déjà, chez nous, on bosse. Donc à 15 ans, Hmm. tu bosses. Si t'as pas de boulot l'été, bah si, tu vas bosser, en fait. Voilà. Et, euh, et donc, dans son parcours, qui lui le mène à être comédien, mais bien après, à un métier de parole. Et moi, j'ai hérité un peu de ce complexe de. On n'est pas une classe sociale qui sait s'exprimer, Ok. mais on va quand même essayer. Et en fait, on intègre des métiers de parole, autant lui que moi. Et pour autant, on a un truc avec. Donc, moi, ça se sclérose vraiment, hein, sur l'expression orale, où. Par exemple, mon père a toujours assumé de parler un peu ch'ti,
Il aime bien encore cultiver ça, mais moi je dois me défaire de tout ça. On parle pas ch'ti dans un prétoire. Voilà. Et on n'a pas d'accent ch'ti non plus. C'est-à-dire que même pas, c'est pas qu'on utilise les mots, c'est que attention à comment tu parles, attention à tes accents. Et l'ascension sociale, elle a été compliquée pour moi finalement, plus vers ce prisme de l'oral. Et effectivement, désolée, je suis assez décousue, mais c'est parce que ça me renvoie à tellement de choses aussi. Quand je te parlais de ce premier jour à Assas, au Collège du Droit, où on est dans une grande salle avec des professeurs prestigieux, on nous accueille avec du champagne, avec cette fenêtre qui donne sur le Panthéon. Et là, tu prends la mesure que tu es en train d'intégrer quelque chose qui dépasse ta classe sociale de départ et que tu n'es pas totalement à l'aise dans ça. Tu sais que c'est pas toi, mais tu vas quand même essayer de t'intégrer et de niveler un peu ta différence là-dessus. Tu le vis comme des fractures à ce moment-là? Non, parce que j'ai quand même une grande admiration pour ce milieu-là, donc j'espère que je vais réussir à l'intégrer et que j'ai hâte de l'intégrer et j'ai hâte de pouvoir dire que moi aussi je fais partie de cette petite élite-là, alors que maintenant c'est plus du tout le cas. Et maintenant je me rends compte d'ailleurs, pour faire un pont même avec mon métier, que les gens qui sont devenus avocats pour avoir le titre d'avocat et pour l'image du métier sont très malheureux, parce qu'en fait l'image elle est très très éloignée de la réalité du métier. Et heureusement que j'ai évolué là-dessus. Mais ouais, il y a vraiment eu un truc avec mon père, si on fait le pont entre la transgénération, l'héritage et l'ascension sociale, avec mon père quelque part qui accède aussi à des milieux, voilà, dans le théâtre. On sort, on va au Théâtre du Nord, Ouais, on va on voir, s'exprime. on s'exprime, on fait du Molière, on fait le conservatoire. Mon père qui fait pas du tout conservatoire, qui vient d'un milieu de la rue, qui est éducateur de rue, éducateur pour les toxicos, voilà, qui va avec son bagage, sa manière de parler, etc. Et finalement ça l'a fait, hein. Mais moi, je porte toujours ça, je le sens. C'est encore un truc qui fait que, par exemple, je ne pourrais pas me présenter à un concours d'éloquence. Ok. J'ai encore un énorme... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais... Enfin, pourtant, tu te présentes en audition. Je suis peut-être pas correct sur les mots, si c'est bien ça. En audience, ouais. En audience. Ouais, Tu te présentes en audience, enfin, tu prêtes, tu proposes ta parole quelque part. ouais. Et pour autant, tu dirais que tu pourrais pas te présenter en concours d'éloquence. C'est Non. quoi le truc qui fait que non, par exemple? Ouais, bah, déjà, chaque audience est une grande souffrance. C'est terrible pour moi, les audiences. Ah ouais? C'est très très dur. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours ce phénomène que la scène m'a apporté, par mes parents et moi qui ai fait énormément de danse et de théâtre, c'est que la préparation est horrible, c'est tétanique, c'est horrible. Vraiment, je dors pas, je suis dans un conflit intérieur, c'est une torture. Par contre, quand j'y suis, et j'ai vécu des moments de plaidoirie qui sont incroyables, c'est que je sors de mon corps. C'est comme si je suis incapable de te dire ce qui s'est passé. Je ne peux pas te dire ce que j'ai dit. Et il y a un phénomène comme ça qui fait qu'en plus, du coup, j'ai une montée d'adrénaline. Et quand je sors de ça, c'est « Waouh, je l'ai fait !» Et ça a été tellement torture, difficulté, horrible, doute. Et puis, waouh, ça monte et après, ça explose. C'est ça mon rapport à la plaidoirie. Mais du coup, je m'y confronte quand je suis obligée. Mais si, en plus, je devais choisir de faire des concours d'éloquence à côté... en tout cas, pendant que j'étais étudiante, maintenant ça change parce que je suis jurée dans les concours d'éloquence, donc mon prisme a changé. Mais à l'époque, non. À l'époque, je ne parle pas assez bien pour pouvoir me prétendre à ce genre de concours. Ouais, ça résonne en moi sur il y a je parle pas assez bien et Ouais. est-ce que c'est fait pour moi aussi? Ouais. Moi, je me souviens, donc enfin, la danse, c'est assez récent dans ma vie, mais quand tu commençais, il y a un moment où c'est le giga kiff international, les premières semaines, enfin, premier mois, et puis ça commence à être un peu plus dur. Et il y a autant la difficulté technique qu'une difficulté mentale que je me mets moi-même, où c'est terrible dans une salle de danse, t'as des miroirs partout, tu te vois danser. C'est dur, ouais. Et donc, il y a le moi qui me voit danser peut-être assez mal, enfin, ou Pas comme tu voudrais. perfectionniste, un peu pas comme je voudrais danser, Ouais. parce que assez mal, bah, juste un rythme normal d'évolution pour un débutant. Et surtout, il y a le moi qui voit Nathan danser. Et là, tu mets le prisme de la classe sociale dessus, cette pensée. Et il y a le moi qui se questionne de dire, mais est-ce que toi, tu as le droit de danser? Enfin, terrible, quoi. Terrible, terrible, terrible comme pensée. Je suis là et enfin,
C'est ça me fou. transperce en fait à C'est fou, l'intérieur. hein. Parce Ouais. que c'est vraiment ça qui se pose comme question. Et j'ai la chance de communiquer avec, parce que je m'en défais Mm. et je réfléchis dessus. Oui, c'est Mais ça. si tu vis avec ces questionnements, tout en essayant, enfin, c'est un peu, genre, t'es assez érudit pour aller chercher quelque chose d'autre, mais tu vis avec des questionnements, tu Ouais. vis avec des souffrances comme ça. T'es dans une galère pas possible. C'est Mais un c'est peu vraiment ça, ça qui se passe. c'est un peu ça ouais, qui se passe aussi, effectivement. Et ce qui est marrant, c'est qu'au lycée, je dis, mais jamais je ne serai avocate. C'est impossible, c'est un métier de parole. Moi, chaque exposé, c'est une torture, c'est pas possible. Et me voilà avocate. Mais ça a son sens aussi. Mais au final, ça a Enfin, son sens. ça a Bah carrément oui, son sens. finalement, ouais. Justement, parlons un peu de l'avocature. Qu'est-ce que ça te, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça te procure quand il y a vraiment le moment où enfin, tu deviens avocate? Enfin, je pense que c'est en plusieurs étapes, mais je pense qu'il y a quelque chose de très solennel. Il y a un serment, non, moi qui ne connais pas du tout. Ouais. Alors, je croyais que ça allait être un grand moment. Malheureusement, c'est un serment qui intervient en pleine crise du Covid. Donc, encore, j'ai eu de la chance parce que moi, j'ai pu le faire, la cour d'appel d'Amiens, l'organiser quand même, alors que j'ai plein de confrères de ma promo qui ont dû juste écrire leur serment et signer De chez eux. de chez eux. Ok. C'est très très dur parce que c'est quand même quelque chose de très particulier. Tu prêtes serment devant la justice et c'est effectivement l'achèvement de toutes tes études. Donc, pour moi, 10 ans d'études. Mais bon, j'avais la chance d'y être et de choisir 3 proches. Et bizarrement, pour être très très sincère, comme je suis quelqu'un de très angoissé, je suis déjà dans l'angoisse de l'intégration de la profession qui allait être extrêmement difficile. Et parce que je suis déjà dans le cabinet, parce que je sais qu'aujourd'hui je prête serment, mais demain je plaide en correctionnel, que j'ai jamais fait de pénal de ma vie, Enfin, je suis déjà dans la difficulté, tu vois. Donc peut-être choisir un moment où... Peut-être le moment où je sais que je vais intégrer l'école des avocats. C'est le moment aussi où je sais que je vais être avocate, que c'est sûr, quasiment, parce qu'il y en a qui finalement ont abandonné même à l'école des avocats. Et là, c'est vrai que c'est un moment, ouais, c'est quand même un moment de contentement, mais c'est comme tout dans ma vie, c'est que oui, c'est une étape, mais après. Et maintenant, je suis dans l'après, et maintenant, ok, je suis avocate, maintenant, je voudrais être une bonne avocate. Et je suis déjà dans, ok, c'est très très bien, tu vas être avocate, maintenant, fais vraiment en sorte de te former pour être une bonne avocate. Et quand je suis entrée dans la profession, après, c'est pareil, c'est tellement de challenges en cascade. Ouais. À commencer par créer ton logo, ta première carte de visite, ton site internet, ta patte, quelle va être ta patte, comment les clients vont se souvenir de toi, comment tu t'adresses à un client, ce que tu veux proposer en rendez-vous. Moi, je me souviens que je m'étais toujours dit, le jour où je suis avocate, mon rêve, et je vais le réaliser cette année avec mon local que j'intègre dans 2 semaines, c'est avoir un vrai espace d'accueil, un canapé, des chaises pour que les gens puissent se poser, proposer véritablement un café, un thé, et on se pose parce que les gens parlent de eux, de choses. Ça m'a toujours fait halluciner les avocats qui accueillent comme ça. Ok, donc qu'en est-il? Ok. Et en fait, il n'y a pas de Ouais, lien. c'est un côté hyper humain que tu veux mettre C'est ça. dans ta pratique de la profession. Ouais. Je rebondis sur ça, c'est en tant qu'avocat, enfin, je suppose que tu reçois X personnes par jour, donc toi le rendez-vous se répète, mais moi j'aime bien me mettre à la place des autres et de dire quelle importance le moment a pour l'autre. Ouais. Et je suppose que dans bien des mesures, c'est hyper solennel de venir chez l'avocat, enfin, c'est hyper important. Pour quelqu'un, oui, c'est dur. Tu vois, Ouais. ça a son sens, C'est ça. sa signification. Ouais. Donc, je pense que, enfin moi c'est comme ça que je le vois, l'effort du canapé, du café et de l'accueil, Ritualiser quelque chose qui est difficile, ouais. Ça. difficile, mais enfin, je l'imagine tellement facile à faire vis-à-vis du bénéfice que ça a sur l'autre. Ouais. Enfin, en gros, le coût que ça a pour toi est minime vis-à-vis de Tout ce l'impact que ça peut apporter à que l'autre. ça peut apporter pour l'autre. Ouais. Ça me fait penser à plein de choses. Ouais. On avance, on fait un saut en dehors du monde du droit et peut-être pas tant que ça, peut-être que ça va faire du lien sur le voyage et l'idée du voyage initiatique. Quand on s'est rencontrés, avec Nathan, on parle forcément un peu de voyage quelque part. Tu me parles de ces voyages initiatiques et de l'idée d'en faire un par an à minima. Qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il en est de ce un par an par exemple et qu'est-ce que tu veux dire justement, enfin, surtout par voyage initiatique? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce que tu recherches dedans? Qu'est-ce que tu y trouves? Ouais. Est-ce qu'on n'est pas sur la même racine d'ailleurs entre itinéraire et initiatique?
Mais ouais, alors le voyage, déjà, j'ai pas été une grande voyageuse parce que il faut savoir que les études de droit, si tu fais une année d'Erasmus, tu dois repiquer parce que c'est considéré comme une année où t'as rien fait. Encore une fois, on est sur une mentalité, voilà, assez limitée. Bon, Ça serait super intéressant, je t'interromps sur ça, de voir qu'est-ce qu'il en est dans les filières de droit à l'étranger, par j'aimerais beaucoup exemple en savoir. Scandinavie. Ouais, Parce que ça m'étonnerait que là-bas, ça soit... enfin, considéré comme une tare. ouais, C'est-à-dire que vraiment, tu dois redoubler parce que en soi, c'est conçu comme une année blanche. C'est fou parce qu'en fait, tu reviens avec tellement de compétences et tellement de choses. Enfin bref. Donc en fait, je n'ai pas fait j'ai pas voyagé pendant mes études. J'ai pas fait cette année, l'année de césure dont je t'ai parlé, comme je t'ai dit, je l'ai plutôt orientée sur qu'est-ce que je vais faire professionnellement, donc pas le voyage. Donc c'est quand j'ai eu l'école des avocats, j'ai eu la chance d'avoir une mamie, une grand-mère qui m'a donné de l'argent pour partir à La Réunion et c'était mon premier grand voyage ok. initiatique, juste avant l'école des avocats, où je suis partie toute seule à La Réunion, faire du trail, écrire un livre et me confronter à moi-même toute seule, partir toute seule, parce que j'imagine que tu l'as vécu, Hmm. faut se lancer, hein. Déjà, c'est pas... des gens ne savent pas partir seul Ben moi, j'ai un truc assez spécial sur ça, c'est que j'ai très peu voyagé autrement que seul. avec, ouais, Ouais. justement. Et je crois que je le raconte dans un épisode, je sais plus si, enfin, si ça va venir ou si ça sera sorti, mais il y a un moment où on part à Londres avec mon frère et ma petite sœur, puisqu'on l'avait offert à ma petite sœur pour Noël, un truc entre nous, et on prend l'avion ensemble, et en fait, quand on passe les portes de l'aéroport, je dis, mais attendez, Tanguy Rose, c'est la première fois que je voyage avec quelqu'un. Ah, c'est fou. Enfin, Ah oui, toi, c'est l'inverse, vraiment. j'ai voyagé avec mes parents, avec donc mon frère, ma soeur dans l'enfance, pendant les vacances, etc. Mais le voyage, enfin, Tel que tu de ce que je conçois conçois, ouais, aujourd'hui. de ce que je conçois du voyage, parce Ouais, que ça c'est aussi une question que j'aime bien ouais. poser. Quand est-ce que tu as fait ton premier voyage? Toi, ça serait Oui, peut-être, voilà. tu Bah, vois, moi, la c'est la Réunion. Moi, Réunion. je vais te Ouais, parler, c'est ça. si tu me parles du premier voyage, je te parle tout le temps de l'Italie en 2020 où je pars en stop de Saint-Étienne et j'ai un Ouais, billet fou, retour ça. de Naples. Et en gros, mon seul objectif, c'est d'être à Naples le 3 mars à 19h20. Je me souviens de l'heure, mais j'ai rien d'autre que ça. Euh, donc ces voyages-là, de ce que je considère du voyage, ça a tout été solitaire en fait. Tout, tout. Très souvent, j'ai rejoint des gens. Très Oui, souvent, j'ai été t'es dans des groupes. jamais Enfin, de seul toute au façon, final. ça C'est se ce que passe j'ai toujours. compris. T'es jamais seul quasiment. Mais j'ai jamais fait la démarche de voyager avec quelqu'un. Et Ouais. si bien que l'été dernier, on part en Suisse avec un ami. Et un jour, il m'appelle pour programmer. Enfin, et je lui dis, putain, c'est ouf parce que ça m'est jamais arrivé de se dire, on part à 10h lundi matin. Parce, parce que j'ai Parce jamais que eu à toi, le t'es sur ton faire, quoi. rythme. Ouais. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Alors, j'ai beaucoup voyagé avec ma grand-mère, mais c'était des voyages qui m'éteignaient un petit peu, pour être sincère, puisque c'était des voyages Club Med. Donc, Ok. j'ai fait plein de pays, Cuba, Tunisie, îles Canaries, etc. Je peux pas dire que j'ai vu ces pays. Hmm. Pour moi, j'ai pas du tout connecté, hein. C'était le buffet continental, le bus tel que tu imagines. Donc voilà. Après, j'ai voyagé un petit peu avec mes amis, mais très peu. Donc voilà, la Réunion, c'est ce premier voyage initiatique parce que déjà, je pars seule, parce que j'y vais dans une optique aussi de poser, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'études, beaucoup de concours, beaucoup d'échecs. Donc là, voilà, j'ai 3 mois devant moi. Ça va être 3 mois, Donc les 3 mois, c'était. ouais, C'est une belle période. une belle période entre septembre, octobre-novembre, donc je suis rentrée vers début décembre. Et puis aussi avec cette idée, je vais sur une île nature. L'idée, c'est comme la connexion aussi un petit peu avec mon environnement naturel, parce que c'est magnifique là-bas. T'as vraiment un mélange de montagnes, de volcans et de mer, donc Hmm. c'est pas mal. Et du coup, ensuite, cette idée de voyage initiatique, bah, j'y avais pas repensé jusque-là. Et je vais partir à la Martinique, juste après. Donc j'ai fini ma collaboration, c'est-à-dire ces années où tu travailles pour un avocat, t'es pas encore, t'es à ton compte, tu développes ta clientèle, mais tu donnes une grande part, tu donnes 35-40 heures, voire beaucoup plus parfois, à un patron. Donc là, l'idée, c'était de quitter ce patron pour maintenant être toute seule, vraiment avec que mes dossiers. Et je vais partir à la Martinique. Et j'ai vécu une rupture amicale extrêmement forte et puissante en janvier. Euh, du coup, je ne pars pas en Martinique. Et je me dis, bah, je fais quoi? Bon, bah tant pis. Je regarde les billets d'avion, je pars à Copenhague. Et je pars toute seule. Ok. C'était dur parce que normalement, la Martinique, c'était vraiment c'était le petit. C'était la récompense, Hmm. vraiment. Pour avoir travaillé énormément, pour pouvoir enfin créer mon cabinet, il fallait que je travaille beaucoup. Tous les week-ends, que je développe ma clientèle, etc. Donc voilà. Copenhague, ça m'excitait un peu moins. Mais en fait, finalement, j'ai pris une semaine vraiment pour... encore une fois, c'est un recentrage. C'est un moment où tu te recentres sur un peu l'essentiel
Et c'est un moment où tu peux enfin avoir la liberté de penser, et toi tu l'as beaucoup vécu, mais de t'organiser comme tu veux. Tu n'as aucune contrainte, ou quasiment aucune, un petit peu, mais très très peu. Et c'est comme ça que j'ai même rencontré un client en urbanisme qui vient de Villeneuve-d'Ascq, qui est donc à 10 km de Lille, Là-bas. là-bas, qui vient me voir et qui, dans un café, qui me dit j'adore ce que vous lisez Karine Thuil, etc. Et en fait, il a besoin d'un avocat en urbanisme, et en fait, Ah ouais? et, ouais, Trop. et en fait, je lui donne ma carte, c'est incroyable. Bref, et là, je me dis, ok, je vais réfléchir encore un peu plus à mon entreprise, je vais écrire mon business plan, etc. Et en fait, je pense que là, je me suis dit, ce serait vraiment super chouette que tous les ans, je prenne une semaine quelque part, que ce soit en France ou en Europe, pour me recentrer comme ça et réfléchir à ce que je veux développer et à mon entreprise. Ouais, enfin, moi, c'est des moments que je vois comme essentiels. Mm. Je pense que j'ai la Au chance final. d'en vivre, enfin d'en avoir vécu déjà énormément, mais dans mon quotidien quand même, d'arriver à en vivre beaucoup, de, d'avoir cette capacité, enfin, qui me semble un peu loufoque vis-à-vis d'autres choses, mais de me perdre dans le moment présent, tu vois, on revient un peu à ça, Mm. dans mon quotidien, de dire, enfin, déconnexion, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mm. Enfin, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur et qu'est-ce qui s'est passé un peu les derniers temps. C'est ça. Moi, en ce moment, je procède comme ça, j'ai un carnet, donc ces feuilles, cette taille-là, à 5, c'est ça, euh, où je me laisse vraiment libre de mettre ce que j'ai envie. Tu vois, et puis c'est pas régulier en fait. Mm. Et des fois, je vais pas le faire pendant une semaine, et des fois, je fais 4 pages dans la journée. Ouais. Et même enfin, l'aspect visuel de l'histoire retranscrit vraiment mes émotions. Il y a des fois, enfin, c'est très dense, c'est très archaïque, et des fois, de fait, c'est beaucoup plus, C'est plus rond, ouais, c'est plus rond, c'est plus harmonieux, c'est moins Ouais. chargé. Et aujourd'hui, en ce moment, c'est un peu ça ma manière de faire. Ça a pu être, comme on en a parlé un peu tout à l'heure, la poésie, à certains moments où c'était Plus vraiment codifié, ouais. très peu codifié ma poésie, hein. Je pourrais pas être publié T'es par pas un en éditeur. alexandrin, mais... Ouais. Non, parce que je le raconte souvent comme ça. Enfin, souvent ma poésie se casse la gueule. Je le dis comme ça parce que mon crayon tombe dans ma main ou le verre m'en tombe. Je me promène sur la feuille, donc très très peu codifié. Donc ça a été ça, je reconnecte avec des souvenirs, tu vois, là, en moment où je quitte la cuisine avant de partir en Erasmus en Suède, qui a été une année compliquée pour moi, c'était le graphe. Je graphais, je faisais de l'art de rue. Et, J'adore le street art. et tu vois, j'ai commencé, c'est pas anodin, j'ai commencé en noir et blanc, je graffais en noir et blanc, il n'y avait pas de couleur. Et un jour, je prends de la couleur, c'était waouh, on peut mettre de la couleur sur le mur. Enfin, Ouais. j'ai toujours eu des formes d'expression comme ça pour vivre un peu ce moment initiatique dans mon quotidien. Mais Ouais. par contre, moi, je veux absolument, comme tu le dis, avoir à l'avenir des semaines initiatiques, enfin Ouais. des moments où je m'extirpe. J'ai l'impression que c'est comme si on avait besoin de synthétiser à un moment donné ce qu'on Ah ouais. vit, surtout, c'est cliché, mais c'est vrai, face à la rapidité de la société actuelle. T'es dans une machine, et puis là, depuis que j'ai mon entreprise, enfin, je suis beaucoup plus, ceci dit, je suis beaucoup moins matrixée que quand j'étais dans une sorte de salariat. Mais tu le ressens en fait quand tu t'arrêtes et que tu fais ces moments initiatiques, tu ressens qu'en fait oui, j'ai pas eu le temps de synthétiser tout ce qui m'est arrivé ces derniers mois, ces dernières semaines. Il faut que ça processe. Il faut que voilà. Et du coup, c'est important de s'arrêter et de réfléchir aussi, tout simplement, parce qu'une entreprise c'est quand même une émanation de toi. Donc qu'est-ce que tu veux en faire aussi? Bah, venons-en justement un peu à l'entrepreneuriat dans le monde du droit. Ouais. Toi, t'es en transition, comme tu le disais tout à l'heure, c'est tout récent, ça commence à se construire. Comment est-ce que ça t'est venu, toi, cette envie à la base, et puis comment ça se fait matériellement aujourd'hui? Ouais, c'est très particulier et je l'évoquais dans une vidéo il n'y a pas longtemps sur le fait, on faisait, si tu veux, une espèce de talk aussi avec des entrepreneurs qui sont dans un monde non réglementé et moi qui étais dans une profession réglementée. Ok. Et qu'est-ce que ça change? C'est que, en fait, moi, je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, j'ai fait des études de droit ultra théoriques. À l'école des avocats, on a eu très, 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 très peu de cours de gestion, de compta, d'entrepreneuriat, quasiment rien, à part une espèce de. Enfin, quelques trucs, mais voilà. Et on devait réfléchir à un cabinet un peu innovant, on pouvait gagner un prix à la limite, mais c'était pas assez poussé, parce que tu es dans ce truc codifié où c'est pas une entreprise où tu vas concevoir un produit et ensuite va falloir réfléchir à tout un tas de choses, de fournitures, etc.
c'est un métier que tu intègres via une porte extrêmement théorique où tu as... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, on t'apprend quasiment que à produire cette prestation intellectuelle, mais on t'apprend pas tout ce qu'il y a autour. Mhm. Et même quand j'étais en collaboration, je l'ai appris petit à petit, mais voilà, tu travailles 40 heures dans un cabinet, tu fais tes dossiers personnels à côté, tu as ton logo, tu as tes cartes de visite, mais ça veut pas dire grand-chose parce que finalement, tu quasiment rien à développer à ce moment-là, tu as des clients qui viennent naturellement. Donc, c'est déjà un mode d'entrepreneuriat un peu plus facilité à mon sens parce que comme tu as cette notion, on est auxiliaire de justice et cette notion de service public de la justice, tu as quand même un apport de clientèle assez naturel. Et il y a encore de vieux avocats qui ne font aucune communication, rien, et qui ne vivent que d'un apport naturel de dossier, tu vois, et qui sont très très éloignés de l'entrepreneuriat. Donc j'ai mis du temps et c'est là justement pendant ce voyage initiatique que déjà j'ai décidé de faire un business plan, ce qui n'est pas du tout évoqué jusque-là dans mes 10 années d'études. Donc c'est-à-dire que je vais créer une entreprise mais je ne sais pas quel est son but, ses objectifs, quelles sont mes valeurs d'entreprise, ce qui fait ma particularité, ce qui va me détacher sur le marché du droit. Je ne connais pas le marché des cabinets à Lille et tout ça je le fais par moi-même parce que j'achète un business plan pour les nuls. Il n'y a personne, enfin à l'école des avocats on nous en a parlé vaguement mais aucun avocat chez qui travailler m'a dit moi j'ai réfléchi à mon business plan, c'est ça, les valeurs du cabinet, c'est ça. En tout cas, dans mon parcours, je n'ai pas rencontré ça. Donc c'est quelque chose que j'ai fait par moi-même. Et là, donc, voilà, ça fait 3 mois que j'ai mon cabinet. Dans 2 semaines, j'ai mon local professionnel. Donc le but déjà, c'est de pouvoir vivre correctement moi, de me dégager un salaire, d'assurer toutes mes charges, ce qui est pas gagné. Et à l'issue, c'est pour ça que c'est important un voyage initiatique tous les ans, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir développer aussi d'intéressant, d'innovant pour moi, pour les autres, dans cet aspect entrepreneurial. Parce que tu as des avocats qui vont créer des applications, enfin il y a des avocats qui ont révolutionné le monde du droit avec des algorithmes, des recherches de jurisprudence. Tu peux tout faire. Je ne sais pas si ce sera mon problème en tant en tant qu'entrepreneur, et c'est peut-être ce sera peut-être le tien, mais j'ai pas beaucoup de vision financière. Ce qui m'intéresse, c'est pas énormément le développement financier de mon cabinet. J'ai pas vocation à avoir 2, 3 collaborateurs, puis peut-être un jour un associé, puis peut-être 4 cabinets un jour. Mon ambition, c'est d'être toujours en phase avec ce que je fais, en phase humainement et intellectuellement. J'ai envie de dire que ça se trouve dans ton développement et le parcours que tu vas avoir des collaborateurs, tu vas avoir des associés, Peut-être, mais, c'est ça. mais ça sent vraiment que ça sera C'est pas le but. la notion d'impact qui ça. vient en premier lieu. Ouais. Moi, Pas, dans mon c'est pas dans l'itinéraire, entrepreneuriat, mais c'est ça. ouais, dans mon entrepreneuriat, moi je le vois vraiment comme ça. Techniquement, qu'est-ce qu'il y aura? Peu importe, on verra bien. Mais c'est la ligne de conduite, c'est là où est-ce que je veux, Exactement. là où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire qui me guide, quoi. Exactement. Et c'est tout centré, j'ai 1 million d'idées de choses que je pourrais faire, mais c'est tout centré sur accompagner les gens. Et enfin, vraiment l'idée, mais elle est très floue, je peux concevoir, de délivrer des bons moments pour les gens. C'est ça. Parce que à la base, j'étais cuisinier, tu vois, Ouais. je suis en restauration et Tu donnes du plaisir aux en fait, gens. ça a son sens et c'est très souvent que je suis dans des cafés, que je suis dans des restaurants et je l'ai en tête. Ça se trouve, un jour, j'ouvrirai des restaurants, je sais pas, à 45, 50 ans. Totalement. Ouais. J'aimerais ouvrir des cafés, des restaurants, Ouais. des lieux d'hôtellerie. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai envie de délivrer aux gens de bons moments, C'est ça. des espaces temps qui sont plaisants, qui sont chaleureux. Bah, dans l'avocature, c'est un peu pareil. Et dans la pédagogie de ce que je vais apporter aux gens, j'ai des idées. Par exemple, là, en ce moment, mon idée, c'est de développer des infographies où je pourrais donner à mes clients des sortes de fiches hyper schématiques, infographiques sur comment se passe la procédure. Comme ça, eux, ils sont rassurés. Ok, donc là, on est à étape 1, on va passer à étape 2. C'est des choses que j'ai jamais vu faire jusque-là, tu vois. Enfin, ça te change la vie en tant que client. Enfin, tu Ouais, vois, c'est moi, ce je que je connais me pas dis. le monde du droit. Et encore, je pense que je le connais peut-être mieux Un que petit peu peut-être la plus que majorité certaines des gens personnes. parce que j'ai été sensibilisé. Enfin, j'ai fait des cours de droit dans mes Ouais. études, enfin, droit des T'as affaires. croisé des étudiants en droit, etc. Et Ouais. qu'est-ce que je voulais dire? C'est que oui, ce genre d'infographie, mais ça te change la vie, quoi. Enfin, et c'est toute l'intention du monde qu'on veut. Bah oui. Un kit client, un truc. Voilà, moi je fais un métier, ils comprennent rien à ce que je raconte parce que c'est hyper. Forcément, c'est jargonisé au possible. Le but, c'est que moi je m'exprime avec mes clients sans jargon. Et quand je vois un confrère
qui commence à prendre, qui ne s'adapte pas à la personne qu'il a en face de lui et qui n'explique pas ce que c'est une jurisprudence. Je commence toujours par là. Vous savez ce que c'est une jurisprudence? Parce qu'en fait, Ouais, c'est essentiel, sinon tu comprends bah rien oui, de ce sinon qui tu se passe. comprends rien en fait. On a commencé à comprendre, hein, je pense, même assez bien. J'ai envie de te poser la question, c'est quoi l'idée pour dans 3, 5 ans, 8 ans? Ouais. Comment est-ce que tu te vois comme ça à ce terme-là? Alors tu l'auras compris et il y en a qui raisonnent tout à fait différemment, mais je ne sais absolument pas si je serai associée ou pas, si j'aurai plusieurs collaborateurs, quelle sera la taille de mon cabinet. Par contre, ouais, dans 10 ans, 15 ans, j'espère être quand même une avocate militante, c'est-à-dire qui essaye toujours d'être au service des causes de ses clients, qu'elles soient personnelles ou politiques. J'espère surtout être encore assez épanouie dans mon travail pour pouvoir toujours donner le meilleur de moi-même. Et si je deviens aigrie, je me souhaite de changer. Et donc peut-être comme toi, enfin pas la restauration, mais qui sait. Comme toi, il y a des choses, comme quand j'ai créé Advocatus, mon compte Instagram, je sais que je suis quelqu'un de très mouvant, donc ça tombe, je serai, je sais pas, écrivain, ou j'en sais rien. Ce que tu veux dire, c'est que ça se trouve, tu seras plus du tout avocate. Ou que tu auras vraiment divergé. Peut-être. En tout cas, je me suis fait une promesse, le jour où je suis aigrie, le jour où je suis saoulée de recevoir des gens, le jour où mes clients me pèsent, c'est que c'est fini. Ok. Mais c'est beau parce que c'est un niveau de conscience fort, C'est justement. important. Ouais, je De pense. dire reste conscient à tous les moments, et, enfin, juste au bout, juste au moment où justement, ça c'est fini, quoi. C'est ça. Et il faut changer. Ça, J'ai vu c'est. trop d'avocats qui ne supportaient plus du tout le contact humain, les clients, qui allaient plaider sans plus aucune émotion, plus aucun trac, plus aucun stress, rien, même pas l'envie. Là, tu te dis, ouais, mais c'est comme tout, hein, les professeurs, les restaurateurs, n'importe quel métier, arrête-toi quand tu n'as plus l'envie. C'est important. Le message à Ouais, retenir c'est ça. d'aujourd'hui. Mais Ouais. c'est un peu facile, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah là, t'as dit les enseignants. Il y a tellement d'enseignants. Enfin, c'est pas changer de passion, mais retrouver celle qui vous anime, justement. Ouais, Si le matin, ça te retrouvez-la. saoule de venir en cours devant 30 personnes, surtout vis-à-vis de l'importance que ça a en termes d'éducation pour les jeunes qui sont là en classe. Ouais, ouais, vraiment. Bah oui. Et Faites- on en revient aux études, et c'est le problème des études de droit, comme quand tu te retrouves prof, en fait, c'est que tu as eu une appétence pour les lettres, l'histoire, quelque chose après la fac, après le bac, tu vois. Et tu te retrouves, je suis un passionné d'histoire, je vais faire fac d'histoire. Ah bah après la fac d'histoire, bon bah Mhm. il me reste quoi comme choix? Bon bah je vais passer le CAPES. Oh, je me retrouve prof. Ah en fait, j'avais pas du tout Ouais, conscientisé que la pédagogie, ça s'apprenait aussi. En droit, c'est pareil, on te dit pas, on t'apprend pas à être avocat, on te dit pas, ah t'as plutôt une personnalité qui pourrait être intéressante pour ce métier-là. Ça c'est, t'apprends du droit. Et ensuite, quand t'entres dans un métier, t'apprends le métier. Donc t'as intérêt à avoir choisi le bon métier, parce que tu sais pas à quoi t'attendre. ouais. Ou de rester très flexible et de dire s'il faut changer, quoi. Ouais. Et ça c'est quelque chose que je trouve beau. J'ai une amie de Vienne, en Autriche, on s'était rencontrés dans une formation sur le mouvement, et très très flexible. Et un jour, elle me dit par vocaux, je me demande si c'était pas le jour dont je parlais tout à l'heure à Venise, elle me dit flexible in the body, flexible in the mind. Mm. Et j'étais là, c'est tellement beau, quoi, Ouais. et tellement essentiel de rester flexible aux choses. Ouais. Et ouvert à tout, et de dire, enfin, comme tu as dit, dans 10-15 ans, je sais pas Bah oui, où tu on seras. sait pas. Moi, quelque part, j'ai hâte d'y être, justement, pour voir où ce que le chemin va me mener, Des quoi. fois, j'aimerais bien aussi juste faire un petit bond, me dire, ok, ça va aller, regarde, t'inquiète, ça va être super et tout. Mais bon, ce serait pas drôle sinon. Bah, on Donc, va faire un truc un peu de la sorte, justement, et puis on va arriver à la fin tout doucement. Imagine que là, il y a Nina qui rentre, et elle a 45, 50 ans, enfin 10, 15 ans de plus, 20 ans de plus. De la même manière que tout à l'heure, tu as une minute, enfin peu importe, je m'en fous du temps, mais tu as un petit instant pour lui dire quelque chose. Tu veux lui dire quoi avant qu'elle reparte? après, c'est peut-être même plus dur hein, sur la personne que l'on va devenir. Donc, la Nina trentenaire qui parle à la Nina quarantenaire. Ouais. Ouais. Moi, je pense que je lui dirais, ne perds pas ta passion de l'humain. Je lui dirais, j'espère que tu seras plus apaisée avec toi-même et plus douce avec toi-même, plus flexible, justement. Ouais. J'espère que
que tu auras trouvé une flexibilité intérieure qui te permet de vivre quand même un quotidien un peu plus facile, un peu plus tranquille. Mais je pense que j'ai quasi la certitude que j'y arriverai. C'est comme toi, enfin, quand on bosse sur soi déjà assez jeune, normalement, la crise de la quarantaine, elle va être cool. Ça va pas être une crise, ça va être Du kiff, non? une avancée, du gros kiff. Ouais, Moi, pense. je me dis, si aujourd'hui, tu vois, tu le dis t'en es consciente, tu es capable de le dire, je me dis, tranquille pour la suite, justement. C'est ça. Parce que tu pourras écouter le podcast à chaque fois, au pire, toutes les années, Ouais. et de dire, ah oui, j'avais dit ça ce jour-là, Bah et oui. il faut que je m'y tienne. Et puis, enfin, vieillir, je pense que tu penses comme moi, puisque ça transparaît. Les gens qui ont peur de vieillir et tout, moi, c'est un truc que je comprends pas parce que Ouais. j'adore vieillir. C'est la meilleure chose qui t'arrive à chaque fois, en fait. C'est de prendre de la bouteille et d'avancer. Donc, Puis d'une certaine manière, c'est la seule chose qui t'arrive pour sûr en permanence. ouais, de toute façon, t'as pas le choix, c'est clair. T'as pas le Même choix. si t'arrêtes tout, ça arrive quand même. Ouais. Mais moi, j'adore vieillir. Enfin, je pourrais parler de vieillir dans l'instant, mais j'adore la projection à... Franchement, je le dis comme ça, à l'âge de 70, 80, 90 ans. Ouais. Moi, ça me plaît, c'est une Moi vie qui aussi, me ça me plaît. plaît. Et je le raconte très souvent. J'ai hâte, dans la réserve de la hâte, de dire j'aime beaucoup ma vie en ce moment aussi. Je veux pas ce moment-là, mais Oui, non, c'est je ça. suis super intéressé d'y être. Je le dis comme ça aujourd'hui, mais tu vois, j'ai envie de savoir ce qu'il en sera, Ça. parce que ça se trouve, c'est à mille lieues d'être Ouais. de ce que j'ai en tête aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me dis, ça se trouve, j'habiterais, je sais pas, dans une maison en Provence. Je le vois comme ça, une pelouse bien taillée, parce que ça sera ma seule activité de la semaine, de bien faire attention. Et puis, à chaque Non, vacances. je vois pas comme ça, désolée. Mais peut-être. Bah alors c'est peut-être une projection que je fais en mode oui, ce serait bien que je me calme, mais ça se trouve je serais le papy qui fera un million de choses et là tu vois j'allais dire j'imagine mes petits-enfants si j'en ai, faudra déjà que j'ai des enfants avant, mais qui viennent me voir pour les vacances, ou ça sera peut-être pas sur la pelouse, ça sera peut-être maman on part la semaine prochaine avec papy, on va 3 semaines au Sénégal, Ok, parfait. ça sera peut-être ça, Mais oui, je pense. on verra. Je te pose ma toute dernière question. Qu'est-ce que tu retiens de positif du moment qu'on vient de passer ensemble? C'est extrêmement riche. Je pense qu'on pourrait parler une journée entière. Et de positif, c'est toujours de faire une rencontre, de s'organiser pour se voir. C'est beau aussi, je trouve que tu as voyagé pour venir en train, on n'en a pas parlé, mais en train. Les parcours croisés aussi, la richesse de se dire ah, c'est marrant, je me retrouve dans plein de choses miroirs dans Nathan. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même vie, on n'a pas grandi dans le même endroit, quoi qu'en France. Et ça gonfle le cœur, tu vois. J'étais un peu morne ce matin, quand même. Mais là, je me sens bien, c'est bien. Ok. Ça m'a nourri l'âme. Bah ouais, ça me fait plaisir déjà. Et cette idée de chemin croisé, et puis, je crois que j'aime beaucoup l'idée que ça tient à rien. Ouais, ça tient absolument à en rien. permanence. C'est ça. Ça tient vraiment à rien du tout. Et pour autant, les chemins se sont croisés. Et moi, je dis souvent, parce que j'ai beaucoup d'amis que je vois peu, par la distance géographique, par plein d'autres distances. Et on se dit toujours, hâte que nos chemins soient de nouveau en commun pendant un mini laps de temps, mais ça peut être très court, mais on sait toujours en fait que ça sera toujours aussi dingue. Et à chaque fois qu'on se voit, parce que souvent on se voit en se disant l'année prochaine, parce qu'on sait qu'on va pas se revoir, et on prendra un café, ça sera top, quoi. J'avoue que pour conclure, ça me ferait plaisir qu'on refasse un podcast quand on aura 45 ans. Alors c'est un challenge parce qu'on sait pas où on sera, mais... Ouais, ça pourra se faire. Ouais. Rendez-vous dans... 10 ans, 20 ans, bien avant certainement, mais pour faire un podcast. Ou ce sera moi qui t'interviewera cette fois. Ouais. Bon, eh bien, merci à nouveau. Et puis, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour cette discussion avec Nina Potier. Moi, ce que j'ai apprécié dans cette discussion, c'est de voir toute l'évolution du parcours de Nina. On part de ses études dans le droit, on parle de la profession d'avocat et après on parle de l'entrepreneuriat dans le milieu du droit en tant qu'avocat. J'ai trouvé qu'il y avait toute une évolution à suivre et à comprendre avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de choses desquelles on pouvait s'inspirer. J'ai trouvé aussi des propos sur les retraites, les séjours de reconnexion, d'introspection super intéressant.
On se retrouve vendredi pour le deuxième épisode du format Discus-Amis, le format avec mes amis. Vendredi, on a discuté avec Charles. Charles, c'est un peu mon frère dans l'amitié, comme ma sœur Clara dans l'amitié est intervenue vendredi dernier sur le podcast. Avec Charles, on a vécu pendant 1 an en Suède ensemble, on a vécu énormément de choses ensemble. Il est rentré de Suède en vélo, c'était un périple de 2600 km, de 32 jours qu'il a fait en solo, donc on parle de tout ça. Et je te donne rendez-vous mardi prochain pour le 3e épisode du format Discucity. Mardi prochain, on discute avec Vianney, qui est un grand voyageur. On parle de plusieurs de ses voyages, notamment d'une transatlantique qu'il a fait du Mexique juste à l'Europe, et surtout de son dernier voyage sur lequel il a écrit un livre qui s'appelle Step by Step. Il est parti de la France, d'Aix-en-Provence, et il est allé juste en Eurasie. En autostop, c'est un périple de 80 jours, de près de 20 000 km, avec plus de 150 personnes qui l'aident dans son voyage en autostop. Comme je te le disais en intro, si toi tu as trouvé des choses qui t'ont inspiré, qui t'ont fait réfléchir, je t'invite à les partager en commentaire, dans le sens où avec Itinéraire, je veux porter de la parole à impact, de la parole qui inspire, et je veux créer sur cette parole de la discussion. Donc je t'invite à aller en commentaire pour indiquer la chose, les deux choses, les trois choses qui, toi, ont fait sens dans cette discussion, et de voir les autres, qu'est-ce qui a fait sens pour eux, quelles sont les différences, quels sont les points communs, etc. De la même manière, comme je le disais en intro, je t'invite à partager cet épisode s'il a fait sens pour toi à 5 personnes qui ne le connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore Itinéraire, le podcast dans sa globalité. Dans le sens où, si le propos a fait sens pour toi, eh bien, il peut faire sens pour d'autres, et ça peut être utile que ces personnes-là, donc tes proches, tes amis, l'entendent. Et aussi, ça permet de diffuser le podcast, ça m'aide énormément dans la diffusion du podcast, donc je te remercie pour ça. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et puis une bonne écoute pour le prochain épisode.